Dans cette édition 360, voici les titres. Le 49.3 de nouveau utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi travail. Au pied du mur, l'exécutif a justifié ce recours au nom de la réforme nécessaire. La droite s'apprête à déposer une motion de censure avec peut-être le soutien de certains frondeurs PS. Le débat parlementaire sur la loi El Khomri aura donc lieu au Sénat. Quelles conséquences pour la majorité déjà bien fragilisée? Analyse et débat à suivre. Le feu vert des sénateurs à la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à fin juillet. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a rappelé le niveau de menace terroriste élevé et le besoin de sécuriser les événements sportifs à venir comme l'Euro de football et le Tour de France pour justifier le prolongement de ce dispositif d'exception. Le Sénat maintiendra son groupe de suivi. Décryptage avec nos invités à 18h. Cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans le jardin du Luxembourg ce matin, aux côtés de François Hollande et Gérard Larcher, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, et le révérend Jesse Jackson, tous réunis pour se souvenir et appelés à ne pas renoncer. Vous les entendrez dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, les journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui dans l'hémicycle et Saveria Rojek, salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Manuel Valls a donc choisi le passage en force en dégainant l'arme du 49.3. Seule solution aux yeux de l'exécutif pour faire voter la loi El Khomri. Les frondeurs dénoncent un comportement autoritaire. À droite, la motion de défiance se profile. Faustine Saint-Geniès. C'est l'instrument de la dernière chance et le gouvernement vient de le dégainer sur le projet de loi El Khomri, l'article 49.3 de la Constitution. Il permet de faire adopter ce texte sans vote à l'Assemblée nationale. À la gauche du PS et chez les communistes, on dénonce un passage en force. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mauvaise nouvelle pour la gauche, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que ce quinquennat se termine bien, parce qu'on voit que les erreurs de méthode qu'on a déjà connues se reproduisent et qu'on arrive à cette impasse du 49.3. C'est une négation absolue du rôle du Parlement, c'est inadmissible, c'est vraiment inacceptable dans cette République. Un outil nécessaire pour le gouvernement en mal de majorité à l'Assemblée. Les Républicains et les centristes y voient un nouveau constat d'échec. Après cette nouvelle humiliation, je pense que c'est la dernière fois que le gouvernement viendra avec une réforme. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être l'immobilisme total, la distribution gratuite de promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, d'argent qu'on n'a pas, mais c'est terminé. Républicains et centristes ont donc d'ores et déjà déposé une motion de censure contre le gouvernement. Les défenseurs du texte comme Nicole Bricq regrettent une guerre de posture au détriment du texte. Je pense que ce texte doit être voté, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours défendu, au nom d'une philosophie, celle du texte, qui est complètement en ligne avec l'identité de socialiste. Et j'en veux beaucoup à ceux qui sont la cause de l'utilisation de ce 49.3, c'est-à-dire mes collègues députés socialistes. Le recours à l'article 49.3 ne s'applique pas à la Chambre haute. Les sénateurs examineront donc le texte du Conseil des ministres, agrémenté des amendements choisis par le gouvernement. Le texte arrivera en séance à la mi-juin. Les sénateurs, tous bords confondus, sont bien décidés à imprimer leur marque et éviter un vote sans débat. Et pour analyser et comprendre les conséquences de ce recours au 49.3, mes invités sur ce plateau, Olivier Dor, bonjour. Vous êtes professeur agrégé de droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jérôme Sainte-Marie. Bonjour, vous êtes président de Polling Vox, spécialiste de l'opinion et de l'analyse politique. Merci d'être avec nous. Olivier Dor, on a entendu Manuel Valls s'engager à la responsabilité de son gouvernement. Le 49.3, une nouvelle fois dégainé. Comment ça va se passer d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue parlementaire maintenant? Eh bien, après l'engagement de la responsabilité du gouvernement, plutôt la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, eh bien, l'opposition, normalement, devrait déposer une motion de censure, puisque c'est la logique du mécanisme qui veut que l'on passe d'une logique d'adoption législative d'un texte à une logique de permanence du gouvernement et d'engagement de sa responsabilité. Si tel est le cas, et sans doute ce sera le cas, la motion de censure devra être déposée effectivement. 48 heures plus tard, elle devra être adoptée parce qu'il faut le temps, effectivement, la Constitution le prévoit bien, que tout le monde retrouve ses esprits et en conséquence se pose la question de savoir s'il va voter ou non cette motion de censure. La motion de censure a très peu de chances d'être adoptée.
il y a très peu de risques qu'elle soit adoptée pour le gouvernement, dans la mesure où les conditions constitutionnelles sont extrêmement précises. Il faut au minimum 10% des membres de l'Assemblée qui la votent. Seuls les votes favorables à la motion de censure peuvent être pris en compte et il faut une majorité des membres de l'Assemblée pour qu'elle soit adoptée. Donc ceci est très peu probable en réalité. On va continuer l'analyse dans un instant, mais on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur socialiste du Val-de-Marne et proche du Premier ministre Manuel Valls, Luc Carvounas. Luc Carvounas, bonsoir. Quelle est votre réaction alors que le gouvernement utilise donc le 49.3 pour faire adopter la loi travail? C'est clairement un échec, un aveu de faiblesse, alors que cette loi justement se voulait emblématique de la fin du quinquennat. Ni échec, ni aveu de faiblesse. C'est malheureusement la chronique d'un 49.3 annoncé. À partir du moment où on a cherché par tous les moyens de trouver le chemin du dialogue, Christophe Sirugue l'a dit lui-même, le rapporteur, il est sorti de la réunion de ce matin avec les collègues députés enclins à ne pas voter le texte, en jetant l'éponge, en disant ça suffit, ils ne veulent pas avancer. Mais en même temps, moi, je mettrais de la gravité sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'à la fois, j'ai entendu ce qu'a dit le Premier ministre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Oui, il faut réformer le pays. Moi, je vais vous dire, je faisais partie de ceux qui espéraient qu'on n'aurait pas recours au 49.3. Je suis maire d'Alfortville. Je vois aujourd'hui la perte des repères dans la gauche française, dans notre électorat, dans le peuple de gauche. Et je vois très bien ce qui va s'installer dans la nouvelle petite musique par les 40 frondeurs qui vont dire que nous sommes autoritaires, la droite dira que nous sommes faibles. Oui, c'est les mots qu'on a entendus aujourd'hui, brutalité, sûr, parce que passage en force. La droite rentre dans son registre, les frondeurs qui sont à l'origine de ce 49.3. Quand même 40 députés socialistes élus pour le mandat de ce quinquennat avec le logo du Parti socialiste sont aujourd'hui devenus nos opposants. Il faudra qu'en commission électorale du Parti socialiste, on prenne toutes nos responsabilités. Justement, alors qu'est-ce que cet usage du 49.3 dit de l'état de la gauche au pouvoir aujourd'hui? On assiste à une décomposition de la gauche française. Décomposition au sein du front de gauche, décomposition chez les écologistes, une sorte de scission qui s'organise au sein du Parti socialiste. Une scission définitive et permanente? En tous les cas, je pense que cette scission, elle est en train d'être désormais là, elle est consommée. On a tout essayé, on arrive à la fin du mandat. Les amis de Laurent Baumel, de Christian Paul, qui ont eu de cesse de hurler au loup. Voilà, à un moment donné, on prendra tous nos responsabilités. Le Premier ministre il le fait avec le Président de la République pour réformer ce pays, parce qu'il faudra quand même qu'il nous explique en quoi ce texte n'était pas bon pour qu'on aille jusqu'au 49.3. Il faudra qu'à un moment donné, quand il sera question d'avoir la confiance du Parti socialiste, que le Parti socialiste utilise sa motion de censure vis-à-vis de ses frondeurs. Un mot quand même, on l'a dit, vous êtes proche de Manuel Valls. Pourquoi le Premier ministre n'a pas voulu transiger sur l'article 2, sur l'inversion de la hiérarchie des normes, qui était visiblement le point de crispation avec les députés frondeurs? Parce qu'on est là dans de l'idéologie de la part des frondeurs. Eux, ils sont dans le commentaire. Nous, on est dans l'action. Il disait inversion de la hiérarchie des normes, plutôt que de laisser aux entreprises, aux responsables locaux la voix au chapitre. On avait, dans le compromis, voulu rechercher jusqu'à encore ce matin, dans le dialogue, mis en place qu'il y ait une sorte de consultation, voire de vote suspensif dans les branches lorsqu'elles étaient consultées. Donc où est la difficulté aujourd'hui? Elle n'existe pas réellement. On est entré dans autre chose. On est dans de la posture, on est dans de l'idéologie, on est dans de la déclamation et non plus de l'action, et on est vis-à-vis de députés, moi je le dis, qui pour moi, à compter d'aujourd'hui, ne font plus partie du Parti socialiste. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Luc Carvounas, d'avoir réagi en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria pour cette première réaction. Jérôme Sainte-Marie, on vient d'entendre décomposition de la gauche, a dit Luc Carvounas. Qu'est-ce que ça dit effectivement ce recours au 49.3? C'est la deuxième fois après la loi Macron que le gouvernement y est contraint pour faire adopter un texte. Oui, ce qui est frappant, c'est pas tellement l'usage du 49.3. Au fond, Michel Rocard, en son temps, avait utilisé, je crois, 24 fois le 49.3, mais il le faisait pour justement, parce que la gauche n'était pas réellement majoritaire. Donc, il ne le faisait pas pour surmonter l'opposition de la gauche, mais l'opposition du centre ou de la droite. Donc c'était beaucoup plus naturel. Là, Luc Carvounas le dit encore une fois assez clairement, c'est bien et bien effectivement une fracture au sein de la gauche, fracture non seulement, et ça ne le dit pas, non seulement au niveau parlementaire, mais surtout au niveau de l'opinion. Un récent sondage montre que 55% des sympathisants socialistes sont opposés
à la loi travail. Évidemment, quand on va plus à gauche, quand on va au front de gauche, et ça compte aujourd'hui, 12% d'intention de vote pour Jean-Luc Mélenchon, je le rappelle, eh bien là, l'opposition devient massive. Donc il y a un véritable trouble identitaire de la gauche. Et Luc Arvonas peut très bien dire que c'est de l'idéologie, mais c'est de l'idéologie des deux côtés, ou plus précisément, il a tort de sous-estimer la portée de la loi qui est présentée. L'inversion des normes constituée par l'article 2 est une véritable révolution, bien entendu, dans le droit du travail, et peut se transformer en cheval de Troie pour détruire le dit droit du travail. Là-dessus, c'est peut-être nécessaire, ça n'est peut-être pas, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu, et c'est assez logique que cela divise la gauche, et c'était un risque qui, je crois, était pris dès le départ par l'équipe de Manuel Valls, qui d'ailleurs, à mon avis, est déjà passé à autre chose. Oui. Olivier Daure, sur cette prise de risque, c'était rappelé à l'instant par Jérôme Sainte-Marie, c'était déjà une procédure, le 49.3, utilisé avec Michel Rocard. Pourquoi aujourd'hui ça crispe autant finalement ce recours au 49.3 ? Bon, écoutez, c'est un certain jeu de théâtre, on retrouve exactement les mêmes parties qui sont jouées exactement par les mêmes acteurs, l'opposition crie au scandale, l'opposition interne à la majorité effectivement considère que c'est scandaleux parce que c'est antidémocratique. Tout ça est en fait très bien connu. Michel Rocard, effectivement, est le recordman d'utilisation du 49.3, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, avec 28 utilisations. Mais il faut quand même rappeler que Michel Rocard n'avait pas de majorité du tout à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quand même quelque chose de très original. Là, il y a bien une majorité, mais on se retrouve dans un système qui est un peu plus classique, c'est-à-dire que la majorité est instable en quelque sorte. Il y a une opposition interne. On retrouve un peu une logique qu'on avait connue sous Raymond Barre à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, où le RPR, dans la majorité, menait la vie dure à l'UDF, le Premier ministre Raymond Barre. L'histoire se répète en quelque sorte. On va continuer le décryptage et l'analyse sur ce plateau, mais on retourne salle des conférences pour une autre réaction avec Saveria Rojek. Cette fois, vous êtes avec le sénateur Les Républicains, soutien d'Alain Juppé, Christophe Béchu. C'est à vous, Saveria. Christophe Béchu, bonjour. Vous venez de me dire à l'instant une réaction. Vous venez de me dire c'est pathétique d'en arriver là. Je pense que c'est effectivement pathétique. Je pense que sur ce projet de loi, on aura tout eu. Une précipitation pour annoncer une première version, des reculades en race campagne pour essayer de faire plaisir à une aile marginale, puis des concessions qui manifestement n'ayant pas suffi, la promesse d'un dialogue législatif en disant il faudra laisser le temps au Parlement de pouvoir faire le travail, le dialogue arrive au Parlement, et au lieu de laisser une chance à ce dialogue, maintenant c'est le 49.3. Donc c'est invraisemblable. J'ai peu de souvenirs dans ce qu'a été l'histoire de la Ve République, d'un texte qui au final mécontente absolument tout le monde, ne satisfait personne et qui va faire l'objet d'un passage en force. À qui la faute aujourd'hui ? D'abord au gouvernement. C'est lui qui propose le texte, c'est lui qui doit en assurer la pédagogie, c'est lui qui doit expliquer les choses. Il avait plusieurs options. Celle de se dire qu'il fallait un texte qui permette de dépasser les clivages politiques et de construire une majorité avec une partie du centre. Le gouvernement n'a eu droite. de cesse de chercher le compromis, de recevoir les syndicats, de recevoir les frondeurs. Si vous le pensez, c'est votre droit le plus strict. C'est absolument pas comme ça que je vois les choses. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Dans ces derniers jours, on a mis en scène le fait qu'on essayait de trouver une voie au dialogue, mais ça n'a pas correspondu à la réalité. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent. Il y a d'abord la déception de toute une partie de ceux qui ont soutenu François Hollande, à la fois ceux qui l'ont lâché au fur et à mesure, les Verts, l'aile gauche, les frondeurs. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui pour ce gouvernement dans ce pays. Et la conclusion qu'on en tire, c'est le 49.3 sur un texte, encore une fois, qui est tellement loin des ambitions initiales que même ceux pour lesquels il a été fait, le patronat, les entrepreneurs, pour essayer de libérer la croissance dans ce pays, considèrent que le texte ne va pas suffisamment loin. Donc c'est quand même un ratage à tous les niveaux. Et les conclusions qu'il faudrait être capable de tirer, elles vont même pas être à la hauteur de ça. S'il y avait une cohérence politique aujourd'hui, si on voulait restaurer un peu un minimum de noblesse à la chose publique, les frondeurs voteraient la motion de censure en allant jusqu'au bout et en considérant que ce gouvernement n'est plus digne de diriger les Français. Et à l'inverse, le président dissoudrait en constatant qu'il n'a plus de majorité. Alors, justement, votre groupe, les Républicains, ainsi que l'UDI, vont déposer donc une motion de censure. Est-ce que vous appelez aujourd'hui les députés frondeurs à vous rejoindre, à la voter ? Moi, je considère que c'est pas à moi, sénateur de base, d'appeler qui que ce soit à voter une motion de censure. En revanche, je pense que les Français appellent les hommes politiques à de la cohérence. Vous êtes opposé à un texte, le seul moyen de vous y opposer, c'est de voter une motion de censure. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes dans une forme d'hypocrisie.
De la même manière, si le président de la République ne tire pas la conséquence de tout ça et n'est pas capable de voir qu'à partir du moment où il n'a plus de majorité sur aucun texte, c'est peut-être le moment de redonner la parole aux Français, je pense qu'on a un souci et qu'on continue à accroître le décalage entre les Français et la politique au sens large. J'avoue que dans ce contexte, relire les déclarations de François Hollande ou de Manuel Valls dénonçant le 49.3 comme étant une arme antidémocratique et les voir aujourd'hui l'utiliser pour essayer de sortir d'une situation de blocage, de pétrin qu'ils ont créé, ça laisse là aussi un sentiment pathétique, pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure. Merci beaucoup Christophe Béchu d'avoir Merci répondu à nos questions en direct. Merci beaucoup Saveria. Jérôme Sainte-Marie, c'était rappelé par Olivier Daure, hein, il y a peu de chances que cette motion soit votée, mais il y aurait peut-être le vote de certains frondeurs socialistes. Hein, c'est déjà ce qu'a dit le député Christian Paul, qui serait prêt à voter la motion de droite. Ça serait une situation inédite et qui ne serait pas sans conséquences, hein, une fois de plus. Ah oui, la rupture ne peut pas aller plus loin. Alors on voit bien déjà qu'il y a deux opérations politiques qui sont en cours. Alors la droite, on vient de l'entendre avec M. Béchu, ils ont un discours de la méthode, ils critiquent la méthode du gouvernement pour ne pas avoir à trop se prononcer sur le texte. Au fond, c'est le genre de type de texte qu'ils auraient Ça bien... les arrange finalement presque, ce 49.3. Oui, ça les arrange beaucoup. Et ils auraient bien aimé sans doute adopter ce texte sous Nicolas Sarkozy. Ils n'ont pas eu les ressources politiques et sociales pour le faire. Mais du coup, ils parlent de la méthode. Et puis l'autre bataille politique au sein de la gauche, bien sûr, on l'a entendu précédemment, c'est de savoir qui sont les diviseurs. Est-ce que c'est le texte qui divise la gauche, qui fracture la gauche? On peut le défendre. Ou bien est-ce que c'est une opposition des frondeurs qui on essaye de faire porter aux frondeurs la responsabilité de l'échec, en termes de popularité en tout cas, du quinquennat, ce qui me paraît être un poids très large, enfin très, très fort pour des épaules qui ne le sont pas tant que ça. Et toujours est-il que là, effectivement, s'il y avait le vote, alors ça serait compliqué parce que voter un texte avec la droite parce qu'on trouve que le texte n'est pas assez à gauche, évidemment, ça devient très compliqué pour revenir ensuite devant les militants socialistes, devant les électeurs dans les circonscriptions. Là, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire, d'autant plus que l'on est en réalité plutôt en fin de partie et qu'il y a un risque réel, je parle sous votre contrôle, mais que dans le cas où il y a le vote d'une motion de censure, eh bien qu'on amène le président de la République à prononcer une dissolution. Ouais. Beaucoup de députés frondeurs ne seraient certainement pas réélus dans une telle perspective. Ouais. Ça, c'est envisageable selon vous, eh bien cette dissolution, cette menace de dissolution, on n'en est pas là? Non, on n'en est pas là du tout. Au demeurant, je doute fort que François Hollande se risque à une dissolution. Un suicide politique, oui, c'est un suicide politique en direct, c'est clair. Non, je crois que la logique d'ailleurs du 49.3, c'est justement de faire en sorte que ceux qui sont incertains sur le texte, et même ceux qui y sont opposés justement, eh bien, de leur éviter de manifester la traduction de leur opposition en votant contre le texte justement. C'est une espèce de couverture constitutionnelle qu'on jette sur une majorité qui n'est pas véritablement souple et qui permet justement aussi bien à ceux qui sont tièdes qu'à ceux qui sont opposés, eh bien, de ne pas se prononcer sur le texte, justement. Et ça arrangera tout le monde, sans doute. Il pourrait y avoir la motion de la droite, mais aussi une motion déposée par les communistes à l'Assemblée nationale. On a entendu André Chassaigne. Ce serait effectivement quelque chose. Alors là, on aurait deux oppositions véritablement structurées, hein, mais ni l'une ni l'autre n'ont évidemment la possibilité numérique de recueillir un succès. Un mot, Jérôme Sainte-Marie, sur le contexte social aussi, puisque finalement, lors du 49.3, pour faire adopter la loi Macron, la situation n'était pas tout à fait semblable. Hein. Aujourd'hui, on a vu qu'on a atteint peut-être dans l'opinion un véritable point de rupture aussi entre les électeurs de gauche et le chef de l'État. Ça, quelles vont être les conséquences sur l'image aussi de cette absence de débat parlementaire, du moins à l'Assemblée nationale, et aussi en termes d'image d'autoritarisme du gouvernement? Je crois qu'effectivement, le fait d'avoir amené pour les frondeurs le gouvernement à utiliser le 49.3 délégitime en quelque sorte ce texte. C'est-à-dire que ça acte, ça rend public le fait qu'une partie de la gauche considère que ce n'est pas un texte de gauche, que ce n'est pas un texte progressiste, tout ce qu'on veut, alors à tort ou à raison. Et ça rentre évidemment en résonance avec ce que nous dit l'opinion publique. On sait qu'un sondage récent montrait que, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que 70% à peu près des Français considéraient que ce texte était plus favorable aux employeurs qu'aux salariés, et seuls 20% des Français le considèrent comme équilibré. Donc ce texte est très combattu au sein de la gauche. Dans la perspective de la présidentielle, ça accentue la fracture au sein de la gauche. Ça rend inéluctable le fait qu'il y ait des candidatures en dehors, hors du système des primaires, si jamais, ce que je ne crois pas, il soit appliqué à la gauche. Et au final, ça profite plutôt
à des candidatures comme celle de Jean-Luc Mélenchon, déjà 12% d'intention de vote. Je pense que ceci va le renforcer encore. Et bien sûr, ça rend encore plus difficile la qualification de la gauche pour le second tour de la présidentielle. On le disait aussi, le débat parlementaire finalement aura lieu au Sénat, comme ça avait été le cas avec la loi Macron. Il n'y a pas de 49.3 possible. Ici au Sénat, on sait que la droite attend ce texte. Il sera examiné, il n'y aura pas de changement de calendrier au mois de juin. Comment ça va se passer alors les débats ici Très simplement, selon la procédure législative normale, c'est très clair. Là, on voit bien l'intérêt en fait du bicaméralisme, dans la mesure où même si la majorité qui gouverne le Sénat n'est pas celle qui soutient le président de la République, il n'en demeure pas moins que le texte va faire l'objet d'un examen normal, en commission puis en assemblée plénière. Et il y aura effectivement sans doute de profondes transformations sur ce texte, en tout cas une accentuation de certaines orientations de ce texte, c'est sûr. Et que, une fois de retour à l'Assemblée nationale, avec un nouveau 49 alinéa 3 qui sera mis en œuvre, bien évidemment, le gouvernement fera tomber parce qu'il fera adopter le texte qu'il souhaite voir adopté. Ça va quand même peser dans les débats pour les sénateurs quand ce texte va arriver ici au Sénat avec le 49.3. Ils vont peut-être aussi se poser la question pourquoi retravailler quand on sait déjà peut-être l'issue qui est réservée à ce texte, Jérôme Sainte-Marie. Oui, ça permet à tout le monde. Je trouve que c'est quand même un moment intéressant de la vie parlementaire puisque au fond ça prouve que déjà que la majorité de gauche n'est pas une majorité godillot, que ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Là, il y a eu malgré tout, même s'il est interrompu, un vrai débat. Et de la même manière, on a vu ça également sur la question de la déchéance de nationalité. Là, il y a un travail parlementaire, il y a l'expression de conscience, etc., de conviction. C'est quand même un spectacle assez intéressant qui, à mon avis, est plutôt de nature à relégitimer le Parlement dans l'esprit public, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas une machine administrative, on voit bien que ça a son autonomie. Après, pour le Sénat, évidemment, là, ça sera plus un endroit où les gens pourront tirer en quelque sorte la morale politique de tout cela et avoir un discours qui soit, encore une fois, à mon avis, déjà un discours de préparation de la campagne présidentielle. En quelque sorte, laboratoire, le Sénat, ça serait le rôle qui pourrait lui être alloué, laboratoire de la droite en vue de la prochaine présidentielle, Olivier Daure ? Oui, sans doute. Pourquoi pas une réflexion, en tout cas, ça c'est sûr, sur ce qui pourrait être fait dans le cas d'une victoire du candidat de la droite à l'élection présidentielle puis législative. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors vous le précisiez au début de votre intervention, on a donc entendu Manuel Valls qui engage la responsabilité du gouvernement. Une conférence des présidents va se réunir à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous un peu le déroulement de ces prochaines heures. Écoutez, la chose est la suivante. La conférence des présidents va se réunir à l'Assemblée nationale pour constater le dépôt ou non d'une motion de censure, ou peut-être de deux motions de censure, puisque nous en avons parlé, l'une à droite et l'une à gauche, de la gauche. Et à partir de là, effectivement, comme sans doute cela va être le cas, il y aura le dépôt d'une motion de censure en tout cas. 24 heures vont devoir s'écouler avant que cette motion de censure ne soit examinée par l'Assemblée nationale. Chaque parlementaire va effectivement voter. Puis on fera les comptes. Et bien évidemment, on verra si, compte tenu de ce qui a été voté, la motion de censure recueille ou non la majorité des votes des membres de l'Assemblée nationale. Sachant, je le répète, que ceux qui votent non, évidemment, seront comptés. Ceux qui votent oui pour la motion de censure seront évidemment comptés contre le gouvernement, mais ceux qui s'abstiennent sont considérés comme votant contre la motion de censure, c'est-à-dire pour le gouvernement. Donc là, c'est vraiment un choix, c'est oui ou non, c'est pas je m'abstiens. Dans l'opinion, quelles conséquences, Jérôme Sainte-Marie ? Les gens connaissent mal les détails techniques de ce genre de choses. Évidemment, dans un moment, si vous voulez, on parle de faire de la politique autrement, de nouvelles structures, on délibère sur certaines places de France, de nouvelles façons de faire la démocratie, tout cela, ça sonne bizarrement. Et en plus, évidemment, tout le monde a vaguement écho des prises de position antérieures de François Hollande en 2006, par exemple, sur le sujet. Donc tout ça, si vous voulez, en dehors du débat de fond et qui, encore une fois, ne reçoit pas l'assentiment des Français, cette loi travail, il y a en plus un problème sur la forme. Un des atouts de la gauche, des socialistes notamment, était justement cette capacité à faire vivre les libertés républicaines. Là, c'est décidément un peu atteint.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été mes invités. Merci pour ce décryptage. On retourne au Sénat où le Sénat a donné son feu vert pour la prolongation de l'état d'urgence. C'était cet après-midi au Sénat. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, l'état d'urgence est donc prolongé jusqu'à fin juillet en attendant le vote de l'Assemblée. Oui, et puis l'adoption a été très large par le Sénat. 309 voix pour, seulement 30 voix contre. Alors, des débats tout à l'heure, on a pu entendre le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a justifié cette prolongation de 2 mois de l'état d'urgence par le fait qu'il faut absolument qu'il couvre 2 événements sportifs majeurs que sont l'Euro 2016, bien sûr, et puis aussi le Tour de France. Le ministre de l'Intérieur qui a également justifié cette prolongation par le contexte terroriste très tendu, notamment après les attentats de Bruxelles du 22 mars. Alors, les socialistes comme la droite ont voté pour cette prolongation. Les socialistes notamment ont donné toute leur confiance au gouvernement. Ce sont les termes utilisés par le sénateur Alain Richard. Et les uns comme les autres ont également tenu à rendre hommage au travail effectué par les forces de l'ordre. Alors face à eux, notez l'opposition des écologistes et des communistes. Alors du côté des écologistes, on a rappelé que les excès de l'état d'urgence et le fait qu'il ait été utilisé contre des militants écologistes, notamment pendant la COP 21. Du côté des communistes, on a été très dubitatif vis-à-vis des arguments invoqués. Et à ce moment-là, Éliane Assassi a estimé qu'on pouvait aussi prolonger jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux Journées européennes du patrimoine, pourquoi pas jusqu'à la fête de l'humanité. C'était une boutade, mais tout de même, Éliane Assassi a également estimé qu'il y avait un véritable durcissement du droit commun en droit sécuritaire. Notez tout de même les réserves de taille du groupe RDSE à travers la voix de Jacques Mézard. Jacques Mézard qui a estimé que l'état d'urgence ne servait pas à grand-chose. Mais voilà, si l'état d'urgence n'est pas prolongé, qu'il se produit un attentat, l'opinion le reprochera extrêmement fort au gouvernement. Et ne serait-ce que pour ça, le groupe a en majorité voté pour. Merci beaucoup Tam. Il est 17h. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Bientôt la fin de l'omerta après les révélations de harcèlement sexuel visant Denis Baupin. Des femmes osent briser un tabou et sortent de leur silence pour dénoncer le sexisme en politique. Alors que le Sénat doit examiner en juin une proposition de loi pour allonger le délai de prescription pour permettre de condamner harcèlement et agression sexuelle. Décryptage et débat à suivre. Le 49.3 de nouveau utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi travail. Au pied du mur, l'exécutif a justifié ce recours au nom de la réforme nécessaire. La droite s'apprête à déposer une motion de censure avec peut-être le soutien de certains frondeurs PS. Le débat parlementaire aura donc lieu au Sénat. Le feu vert des sénateurs à la prolongation de l'état d'urgence, vous venez de l'entendre, Bernard Cazeneuve a rappelé le niveau de menaces terroristes élevé et les événements sportifs à venir comme l'Euro de football et le Tour de France. Pour justifier le prolongement de ce dispositif d'exception, le Sénat maintiendra son groupe de suivi. Décryptage avec mes invités à 18h. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, les journalistes de Public Sénat en direct, Tam Tranui dans l'hémicycle et Saveria Rojek, salle des conférences. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Manuel Valls a donc choisi le passage en force en dégainant l'arme du 49.3, seule solution aux yeux de l'exécutif pour faire voter la loi El Khomri. Les frondeurs dénoncent un comportement autoritaire. À droite, la motion de défiance se profile. Faustine Saint-Geniès. C'est l'instrument de la dernière chance et le gouvernement vient de le dégainer sur le projet de loi El Khomri, l'article 49.3 de la Constitution. Il permet de faire adopter ce texte sans vote à l'Assemblée nationale. À la gauche du PS et chez les communistes, on dénonce un passage en force. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mauvaise nouvelle pour la gauche, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que ce quinquennat se termine bien, parce qu'on voit que les erreurs de méthode qu'on a déjà connues se reproduisent et qu'on arrive à cette impasse du 49.3. C'est une négation absolue du rôle du Parlement, c'est inadmissible, c'est vraiment inacceptable dans cette République. Un outil nécessaire pour le gouvernement en mal de majorité à l'Assemblée. Les Républicains et les centristes y voient un nouveau constat d'échec. Après cette nouvelle humiliation, je pense que c'est la dernière fois que le gouvernement viendra avec une réforme. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être l'immobilisme total, la distribution gratuite de promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, d'argent qu'on n'a pas, mais c'est terminé.
Républicains et centristes ont donc d'ores et déjà déposé une motion de censure contre le gouvernement. Les défenseurs du texte comme Nicole Bricq regrettent une guerre de posture au détriment du texte. Je pense que ce texte doit être voté, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours défendu, au nom d'une philosophie, celle du texte, qui est complètement en ligne avec l'identité de socialiste. Et j'en veux beaucoup à ceux qui sont la cause de l'utilisation de ce 49.3, c'est-à-dire mes collègues députés socialistes. Le recours à l'article 49.3 ne s'applique pas à la Chambre haute. Les sénateurs examineront donc le texte du Conseil des ministres, agrémenté des amendements choisis par le gouvernement. Le texte arrivera en séance à la mi-juin. Les sénateurs, tous bords confondus, sont bien décidés à imprimer leur marque et éviter un vote sans débat. Et alors qu'on vient d'apprendre que les députés LR et UDI ont déposé une motion de censure, on voit à présent les conséquences de ce nouveau recours au 49.3, déjà utilisé pour faire adopter la loi Macron. Cette majorité est déjà bien fragilisée. Julie Hulin. On prend les mêmes et on recommence. Un projet de loi qui divise, des députés frondeurs qui menacent de ne pas voter le texte, un gouvernement sans majorité. L'histoire de la loi travail ressemble bel et bien à celle de la loi Macron. C'était il y a un an. Entre février et juillet, le projet de loi Macron passe 3 fois par l'Assemblée nationale. 3 lectures et 3 recours au 49.3 pour sécuriser son adoption définitive. Face à un hémicycle vide, Manuel Valls invoque alors la volonté des Français. Les Français nous demandent donc d'agir. Ils veulent des résultats concrets, perceptibles dans leur vie quotidienne. L'opposition dénonce, elle, un déni de démocratie. On se souviendra de vous ici comme le Premier ministre qui a humilié et trahi sa majorité, qui a violenté le Parlement et notre Constitution pour un tout petit dessein, se maintenir coûte que coûte à Matignon. 3,49,3 à l'Assemblée, un texte adopté mais largement amendé au Sénat. En 7 mois, la loi Macron aura donné lieu à 500 heures de débat et pas moins de 2000 amendements. Quand on a débattu sur un texte, plus de 400 heures. Quand on a intégré plus de 2000 amendements, en quasi-totalité parlementaire. Est-ce que ça s'appelle un déni de démocratie ? Le 49.3, appelé jusqu'ici l'arme ultime, semble aujourd'hui devenu la règle d'un gouvernement sans majorité. Seulement cette fois-ci, les frondeurs pourraient bien aller jusqu'à la motion de censure. Oui, écoutez cette réaction du sénateur socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas. Il était au micro de Saveria Rojek il y a un instant. Il parle de décomposition de la gauche. On l'écoute. On assiste à une décomposition de la gauche française. Décomposition au sein du front de gauche, décomposition chez les écologistes, une sorte de scission qui s'organise au sein du Parti socialiste. Je pense que cette scission, elle est en train d'être désormais là, elle est consommée. On a tout essayé, on arrive à la fin du mandat. Les amis de Laurent Baumel, de Christian Paul, qui ont eu de cesse de hurler au loup. Voilà, à un moment donné, on prendra tous nos responsabilités. Le Premier ministre il le fait avec le Président de la République pour réformer ce pays. Parce qu'il faudra quand même qu'il nous explique en quoi ce texte n'était pas bon pour qu'on aille jusqu'au 49.3. Il faudra qu'à un moment donné, quand il sera question d'avoir la confiance du Parti socialiste, que le Parti socialiste utilise sa motion de censure vis-à-vis de ses frondeurs. Où est la difficulté aujourd'hui ? Elle n'existe pas réellement. On est entré dans autre chose. On est dans de la posture, on est dans de l'idéologie, on est dans de la déclamation et non plus de l'action, et on est vis-à-vis de députés, moi je le dis, qui pour moi, à compter d'aujourd'hui, ne font plus partie du Parti socialiste. Et on en vient à présent à l'actualité du Sénat avec le retour ce soir en seconde lecture du projet de loi sur la biodiversité. Un texte dans lequel on va beaucoup parler des pesticides et des néonicotinoïdes. Alors pour en parler, on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Corinne Bouchoux. Corinne Bouchoux, l'Assemblée a donc voté l'interdiction des néonicotinoïdes, mais en commission au Sénat, les sénateurs sont revenus sur cette interdiction. C'est un amendement qui est revenu sur cette interdiction. Est-ce que vous pensez que l'examen en séance peut de nouveau changer la donne ? Bien écoutez, j'espère, parce que c'est un texte assez complet qui globalement va dans le bon sens. Et la question des néonicotinoïdes est un marqueur important. Nous savons qu'avec la disparition notamment des abeilles, c'est tout notre écosystème qui est menacé. Et soit nos collègues prennent conscience de la gravité des enjeux et acceptent de prendre des mesures, soit nous aurons une grave divergence politique. Alors visiblement, cet amendement avait été voté en commission à l'unanimité des sénateurs socialistes et des sénateurs Les Républicains.
Bien écoutez, oui, je crois que c'est un point sur lequel les sénatrices et sénateurs écologistes vont devoir faire de la pédagogie. Moi, j'attends beaucoup aussi de la ministre, Madame Pompili, qui, sur ce point, est assez proche de nos vues. Je fais confiance à l'intelligence collective et j'espère que nous pourrons convaincre nos collègues que l'avenir de notre agriculture dépend aussi de ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dénoncez l'action des lobbies sur ce revirement ? Alors, je pense que l'évolution dont vous avez fait état n'est pas le fruit du hasard. Je pense effectivement qu'un certain nombre de lobbies, des lobbies industriels, peut-être aussi au plan national, certains membres de la FNSEA, ont su alerter un certain nombre de sénateurs et sénatrices en pointant les inconvénients que présente pour eux cette évolution. Mais il faut mettre dans la balance des inconvénients d'un risque majeur de préjudice pour l'ensemble de l'écosystème. Alors justement, un de ces inconvénients, une des conséquences de cette interdiction, ça pourrait être une baisse des rendements jusqu'à 15% dans certaines régions selon les producteurs. On ne peut pas écarter cette question-là. Alors je pense que là, il faut aussi revenir à la raison. Il faut étudier les choses. On a quand même un certain nombre d'organismes, je pense à l'ANSES ou à d'autres, qui sont capables de mener des études précises. On a une agronomie qui sait faire ces mesures. Donc là, on n'est plus dans, on va dire, dans les constats. Je pense que nous devons évoluer et je pense qu'on ne peut pas raisonnablement aller au-delà, je dirais, de délais comme 2018. Enfin, au-delà, ça devient de la science-fiction, si vous voulez. Alors, ce que disent aussi les producteurs, c'est qu'ils essaient de ne pas avoir de meilleurs moyens de défense face à certains insectes. Alors là aussi, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, il y a dans un certain nombre de cas des solutions alternatives qui existent et donc je pense qu'il faut y travailler. Dans toutes les écoles d'agronomie, il y a maintenant des courants d'écologie qui permettent de trouver des animaux, je pense aux chrysopes dans certains cas, enfin des animaux qui peuvent jouer un rôle. Et donc là, je pense qu'il y a des alternatives qui existent et il faut les étudier et faire évoluer les programmes des écoles d'agronomie. Merci beaucoup Corinne Bouchot. On va donc suivre l'examen en séance du texte sur la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Autre temps fort de l'actualité ce matin, 15 ans après le vote de la loi Taubira faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité. François Hollande a annoncé la création d'une fondation pour la mémoire et l'esclavage. C'était ce matin lors des cérémonies commémoratives de l'abolition de l'esclavage organisées comme chaque année dans le jardin du Luxembourg. Quentin Calmy. Today we're free, but not equal. Aujourd'hui, nous sommes libres mais pas égaux. Ce sont des mots forts prononcés par Jesse Jackson, une figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Autour de lui, le président de la République, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Tous commémorent la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Disons-nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. À l'origine de cette journée nationale de commémoration, Christiane Taubira. En 2001, simple députée de Guyane, elle avait porté la proposition de loi. L'événement est installé, la cérémonie a toute son ampleur, elle conserve toute sa solennité. Et puis bien entendu, il y a un travail qui a été effectué parce que la loi, ça n'est pas seulement la commémoration nationale, ça n'est pas seulement la reconnaissance solennelle du crime contre l'humanité, ça n'est pas seulement le comité, c'est toute une série d'actions. Parmi les annonces fortes du président de la République, la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, de la traite et des abolitions. La première étape avant un nouveau musée sur ce thème. La fondation associera tous les acteurs, publics, privés, associations, entreprises. Elle sera un pont entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, qui ont cette histoire en partage. Un président très attendu également sur la question de la lutte contre les discriminations. Le gouvernement entend permettre les actions de groupe dans un projet de loi présenté à l'automne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les accusations d'agression sexuelle visant Denis Baupin, alors que des élus, militantes ou encore des responsables de tous bords politiques lancent un appel pour lever l'omerta et la fin de l'impunité sur ce type d'agissement. Flora Sauvage. Casser l'omerta et briser la loi du silence. C'est l'objectif de l'appel publié par le quotidien Libération aujourd'hui. Plus de 500 signataires pour dénoncer le comportement de certains hommes politiques au lendemain des révélations d'harcèlement sexuel concernant le député Denis Baupin. Sa femme et ministre du Logement, Emmanuelle Cos, s'en remet à la justice. J'ai appris, comme vous hier, ces accusations d'harcèlement. Et je vais vous dire franchement, là-dessus, il n'y a pas à transiger. C'est-à-dire qu'on parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés,
il faut que ça soit réglé devant la justice. Accusé d'agression sexuelle par 8 femmes, Denis Baupin a démissionné hier de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Au sein du parti Europe Écologie Les Verts, la rumeur courait depuis 1 an, mais aucune plainte n'avait été déposée. C'est révélateur de l'omerta dans lequel baigne ce genre de sujet. C'est révélateur de tout un ensemble de structures mentales assez sexistes qui permettent ça. Pour la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, il faut rester prudent face aux accusations. La présomption d'innocence existe et par conséquent, il me semble que c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Mais personnellement, je pense que dans ce genre de problème, il faut être attentif à ce que les choses soient dites clairement devant un juge et que ça ne soit pas simplement de la polémique politique. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour entendre les victimes, même si les faits ont prescrit. De son côté, Denis Baupin a déposé plainte pour diffamation contre les journalistes de Mediapart et de France Inter qui ont révélé l'affaire. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Chantal Joanneau, bonjour. Vous êtes sénatrice UDI UC de Paris. Vous êtes la présidente de la délégation aux droits des femmes ici au Sénat. Merci d'être avec nous. J'accueille également Esther Benbassa. Bonjour. Sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes co-signataire de cette tribune Harcèlement et politique pour que l'impunité cesse. On va bien sûr en parler sur ce plateau. Cyril Pellevat est également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Savoie et vous êtes également le vice-président de la délégation aux droits des femmes ici au Sénat. Et Muriel Salmona nous accompagne également, psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Merci d'être avec nous. Chantal Joanneau, première question pour vous. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'omerta, cet électrochoc provoqué hier après ces révélations d'agressions sexuelles visant Denis Baupin ? Je ne me prononce pas sur l'affaire que je ne connais pas, mais on a eu plusieurs cas d'affaires comme celle-ci. On a eu le cas de l'affaire DSK et on constate quand même que l'omerta perdure. Je note qu'il y a plus de solidarité entre femmes autour de ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 5-6 ans, s'il y avait eu de tels cas, ça aurait été difficile de faire signer des femmes d'autres bords politiques. Il y a plus de solidarité entre femmes et donc plus de capacité à agir. En plus, la question du harcèlement sexuel avait quand même pas mal été débattue et mise en avant au moment de la loi de 2012 à la suite d'un débat avec le Conseil constitutionnel. Mais néanmoins, c'est difficile pour ces femmes de parler parce qu'elles sont en situation en général de vulnérabilité, d'une part. D'autre part, on a la question du délai de prescription. Espérons que les futures lois qui seront discutées permettront de revenir sur ce point. Donc ça reste très difficile pour ces femmes. Dans le milieu politique, vous êtes assez vite blacklisté quand même. Est-ce que c'est caractéristique du milieu politique, ces pratiques, Esther Benbassa ? Moi, je ne dirais pas que ça se limite au monde politique, ça se limite aux univers où il y a une majorité d'hommes. Nous, à l'université, nous rencontrons ce genre de choses aussi. D'ailleurs, lors de la loi contre le harcèlement, j'avais lu la lettre d'une étudiante qui était entrée en dépression et qui a fait des procès. Mais enfin, c'est un chemin de croix quand même de dire les choses. Lorsque les journalistes nous posent la question aujourd'hui, mais pourquoi l'omerta, pourquoi vous n'avez pas parlé, etc. Parler, c'est dénoncer. Dénoncer dans ces milieux, c'est s'isoler et entendre sans arrêt cette phrase, c'est une hystéro, c'est une mytho. Et alors, nous sommes des Latin lovers. Chez nous, on est libertins. Alors, qu'est-ce qu'il vous arrive si on vous dit un mot gentil, etc. Non, c'est pas la même chose. C'est que là, dans le cas de harcèlement, la femme est prise comme objet sexuel. Et dans ces milieux où la chasse est courante, entre guillemets, où le pouvoir est fort et qu'on se considère au-dessus du pouvoir, c'est la même chose chez les mandarins à l'université, parce qu'il y a peu de mandarines, hein. Il y a beaucoup de mandarins, ça fait que on se sent intouchable, donc on se sent au-dessus de la loi, et on peut agir à sa guise et la femme devient cet objet convoité, un attribut de la chasse. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, moi je suis passée par les universités américaines et des milieux intellectuels américains. Aujourd'hui, on n'ose plus harceler les femmes quand même. C'est un acquis, hein, il faut le dire. C'est un vrai acquis. Vous laissez votre porte ouverte quand vous recevez une femme.
ou un homme. Bon, Gilles Pellevat, oui. C'est insupportable, puisque les élus ont vraiment ce devoir d'exemplarité. Est-ce que les partis politiques vont enfin prendre des mesures et vont prendre à bras-le-corps ce problème, selon vous ? On peut espérer que les partis politiques prennent à bras-le-corps ce problème. Je pense que ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, il est relayé par plusieurs personnes. Je pense que ces femmes ont eu le courage de le relayer. Alors après, on verra bien. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence si les faits sont avérés ou pas. Mais les partis, bien évidemment, doivent être précurseurs dedans. Et au sein des partis, on n'a pas toujours besoin d'avoir une réglementation, mais des choses peuvent être faites directement en interne. Oui. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, au Parti des Républicains pour lutter bien contre ce type de comportement ? Est-ce qu'il y a des avancées ou est-ce qu'on en est encore au point mort ? Écoutez, moi, ça fait, on va dire, 1 an et demi que je suis au niveau du Parti Les Républicains dans les instances nationales. Je n'ai pas été, on va dire, témoin de faits de cette nature-là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas vous dire, etc. Mais en tout cas, on sent que... Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que vous diriez que c'est encore tabou aujourd'hui ? Moi, j'ai pas eu d'éléments. Alors après, peut-être que c'est tabou dans le fait des femmes par rapport aux risques de représailles qui peuvent avoir lieu, notamment sur leur carrière politique. Mais il faut avoir le courage de briser l'omerta et de ne pas être complice si on est témoin de tels agissements. Ouais. Muriel Salmona, pourquoi c'est aussi difficile pour une femme de parler ? On a souvent entendu cette phrase. Pourquoi elles n'ont pas parlé finalement ? Pourquoi les élus et les victimes présumées de Denis Baupin, pourquoi elles n'ont pas déposé plainte ? Pourquoi elles n'ont pas parlé ? Alors, il faut déjà rappeler les chiffres globaux. Quand on voit les violences sexuelles, particulièrement les viols, c'est 10% seulement des victimes qui portent plainte. Il ne faut pas l'oublier. Que notre enquête a montré l'année dernière que c'est 83% des victimes de violences sexuelles qui rapportent n'avoir été jamais ni protégées ni reconnues. Donc, en fait, la règle, c'est de ne pas être entendues, même si on parle, parce qu'elles ont parlé. Enfin, dans l'ensemble, les femmes parlent, mais elles ne sont pas entendues à hauteur de ce qui leur est arrivé. Elles ne trouvent pas forcément de solidarité. Elles sont isolées aussitôt. Elles subissent des pressions. Les faits eux-mêmes sont traumatisants. Donc, ça génère en fait des mécanismes de sauvegarde dans le cerveau qui entraînent une anesthésie émotionnelle. Donc, elles sont déconnectées. Elles n'ont pas les ressources forcément pour faire valoir leurs droits. Donc, il faut qu'elles soient vraiment soutenues. Il faut qu'autour d'elles aussi, on identifie, on qualifie les faits. Parce que souvent, c'est complètement sous-estimé, c'est présenté comme si c'était effectivement de l'humour potache, de la drague. Donc, c'est pour tout ça. Et puis, effectivement, il y a la peur d'être exclu, la pression sur la carrière, le fait de se sentir coupable, parce que ça, c'est la stratégie de l'agresseur et du système, de faire en sorte que pourquoi ça m'est arrivé à moi, tant qu'on ne sait pas qu'on n'est pas la seule. On pense qu'on a dû faire quelque chose, la honte, la mémoire traumatique qui fait qu'aussitôt qu'on en parle, on ressent de nouveau une détresse, un stress. Donc tout ça, ça explique parfaitement que ces femmes-là n'aient pas pu parler. Donc il faut les aider à parler et les soutenir si elles parlent et les entendre. C'est vrai qu'on a souvent eu le sentiment que les femmes finalement s'adaptent plutôt qu'elles ne dénoncent ces faits. Chantal Joanneau, ça vous arrivez à l'expliquer ? Oui, parce que en complément de ce qui vient d'être dit, il y a pas beaucoup d'enquêtes sur le sujet et c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Essayer de regarder combien de personnes ont porté plainte, combien de procès sont allés au bout. Malgré la loi, je vous mets au défi de me donner les chiffres, je ne les ai pas trouvés. Il y a quand même 2 enquêtes. Il y a les enquêtes de l'Observatoire de Seine-Saint-Denis et puis il y a une enquête de victimisation de 2000 qui montre que c'est plutôt un public jeune de 20-25 ans, c'est plutôt un public de femmes dans des situations de vulnérabilité, en situation d'apprentissage, stagiaire, contrat précaire, dans des milieux d'hommes. C'est ça les 3 données fondamentales. Donc c'est très compliqué, effectivement, d'intervenir et de parler dans ces conditions. Et puis en plus, effectivement, vous avez cette pression globale de la société qui renverse à la peur. Et qu'on voit encore dans cette affaire. Moi, je suis comme frappée que là, encore dans cette affaire, à qui on demande des comptes ? À Emmanuel Cos. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais on demande tout de suite à Emmanuel Cos de rendre des comptes sur ce qu'a fait, ou pas fait d'ailleurs, son compagnon. Mais enfin, elle est coupable de rien. Pourquoi on se retourne contre elle systématiquement ? Donc c'est ça le vrai défi aujourd'hui, c'est que pour les femmes, c'est la culpabilité presque originelle, on ne va pas revenir sur les textes fondateurs, mais qui ressort systématiquement. Alors comment on fait pour que cette culpabilité change de camp, Esther Benbassa ?
Écoutez, je ne sais pas, c'est pas un jour que ça se fera. Déjà, si on pouvait, à l'intérieur des partis ou dans des institutions comme la nôtre, je ne sais pas, je ne connais pas bien ce qui se passe à l'Assemblée, qu'il y ait des unités d'aide, des services où les femmes peuvent s'adresser en tout anonymat, parler du harcèlement qu'elles subissent, qu'on leur donne une aide judiciaire, un psychologue ou une psychologue qui pourrait leur donner des conseils. Et ça existe dans les pays étrangers. Ce genre d'unité existe déjà. On ne va pas faire des sondages, des statistiques. Il faut aujourd'hui que chaque personne qui se sente fragilisée par ce genre de comportement puisse s'adresser à ce genre d'unité. Je vais vous dire, c'est pas vrai que ça concerne que les jeunes, parce qu'on a vu avec DSK, c'était quand même une personne qui entrait dans la chambre, qui n'était pas préparée, les deux parties n'étaient pas préparées à avoir une relation, parce que parmi les personnes qui témoignent là, il y a des personnes qui sont d'un âge mûr et d'autres qui sont très jeunes. Donc ce genre de prédateurs, enfin je garde toujours l'idée de la présomption d'innocence bien sûr, ce sont des prédateurs et les prédateurs prennent tout ce qui passe. Alors, et en plus, essayons de faire la distinction entre drague, flirt. La distinction se fait bien en général. Non, mais parce que chez les hommes, nous on le fait, mais chez les hommes, ils vous disent, mais oui, voilà, j'ai encore entendu aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore te sourire ? Non. Moi, quelqu'un c'est vraiment une façon méprisante. Mais est-ce que Cyril Pelva, pardon, vous serrez la main, Madame Benbassa. Est-ce qu'on a trop protégé ou est-ce qu'on protège encore trop les politiques ? Je pense que là, on tourne sur un débat sur le politique, mais on a également ce genre de cas de figure avec des positions d'abus de pouvoir, etc., qui ont lieu dans tous les milieux. Donc, est-ce qu'on a protégé plus le politique que les autres ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, non, c'est pareil dans les sociétés. Après, là où je rejoins Madame la sénatrice Benbassa, c'est vrai que dans certains pays, et pour être issu du privé et des ressources humaines, on a effectivement des leviers qui peuvent se mettre en place pour l'écoute des femmes, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester dans le silence et de rester isolé par rapport à ça. Donc si les entreprises, si les partis politiques mettent en place des cellules avec des gens formés pour ne pas juger, mais juste écouter et accompagner sur les démarches, ça c'est la bonne solution. Alors justement, cette écoute et ce recueil des paroles très important pour les victimes, il y a cette question justement du délai de prescription. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors une proposition de loi est en cours d'examen entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle sera discutée en juin. C'est quoi le bon timing selon vous, Muriel Salmona, justement pour libérer la parole, pour que la victime prenne conscience des faits et puisse les exprimer et porter plainte? En tout cas, ce qui est certain, c'est que 3 ans, c'est très court, d'autant plus si la victime reste en contact avec l'agresseur, elle ne pourra pas parler, ça c'est clair. En plus, il faut souvent un temps de traitement. Il faut rappeler que les violences sexuelles, c'est ce qui entraîne le plus de troubles psychotraumatiques, avec des atteintes à l'intégrité physique et psychique très importantes. Donc en fait, le bon timing, c'est un timing pour chaque personne. C'est le problème, c'est que suivant un peu la stratégie de l'agresseur, le contexte, en tout cas, bon, déjà, si c'est là, il y a une proposition pour que ce soit doublé, que ça passe à 6 ans. 3-6 ans pour les agressions, ça sera 10 à 20 ans pour les viols. Déjà mieux. On demandait, nous, on demande toujours un allongement des délais de prescription parce qu'on sait que, en plus, plus les agressions ont été violentes, incohérentes, plus les conséquences psychotraumatiques sont importantes, plus il peut y avoir des périodes d'amnésie dissociative qui vont entraîner une possible révélation des faits vraiment à grande distance. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir être vraiment focalisé sur le temps de la victime et pas sur le temps de l'agression, c'est-à-dire la capacité de la victime à révéler les faits. Ça serait l'idéal. Chantal Joannon se souvient qu'en 2014, déjà avec la sénatrice Muguette Digny, vous aviez proposé des amendements en ce sens. Le texte avait été rejeté. Est-ce qu'aujourd'hui, la société on avait fait une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat, qui a été adoptée au Sénat et qui a été rejetée par le Parlement. À l'Assemblée nationale. Ensuite, partant effectivement d'un travail qu'on fait avec une association formidable qui s'appelle Stop aux violences sexuelles, qui travaille beaucoup sur les 4 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles quand ils étaient mineurs et qu'on fait une amnésie post-traumatique. Et le délai sur les mineurs, c'était 20 ans. Et c'est très court parce qu'en général, les personnes ont une révélation plus tardive. Et on avait proposé que le délai à compter duquel la prescriptibilité joue soit celui de la révélation à la personne, donc de sa conscience des faits, avec évidemment toujours
toujours cette incertitude de oui, mais très concrètement, c'est difficile d'avoir un point de départ fixe. Pour les abus de biens sociaux, ça gêne personne que l'abus de biens social court, la prescriptibilité court à partir de la révélation des faits. Et là, ça devenait particulièrement gênant parce qu'aujourd'hui, on sait, on a une connaissance scientifique de l'amnésie post-traumatique. C'est une réalité. Donc c'est vrai qu'au nom de la grande intégrité du code et de la nécessaire cohérence de tous les délais, on oublie finalement le facteur humain. Vous soutiendrez évidemment cette proposition de loi en juin quand elle arrive au Sénat. Bien sûr, mais il y aura le soutien des écologistes, Esther Benbassa. Oui, mais je voudrais également ajouter que ces unités devraient prendre en charge aussi l'épouse, la compagne, les enfants, parce qu'on oublie souvent dans cette affaire que l'entourage souffre énormément et il subit les répercussions. Et il ne faut pas que ces personnes deviennent, elles aussi, soient associées, disons, aux prédateurs. Et il faut qu'il y ait vraiment une harmonie dans la prise en charge et aussi l'éducation. Je m'excuse de surcharger les enseignants, mais nous sommes un pays où nous n'éduquons pas à la sexualité les enfants. Notre éducation sexuelle, c'est plutôt sciences naturelles, etc. La partie technique, de la reproduction, etc. C'est vraiment primordial. Regardez les livres de classe en Norvège, en Suède, etc. Nous, après, on se plaint, il n'y a pas que les politiciens, c'est certain, mais dans les milieux où cela est plus facile, parce que l'exercice du pouvoir est plus important, que ce genre de choses se reproduit d'une manière quand même patente et quand même problématique. On arrive bientôt au terme de ce débat. Une dernière question pour vous, Cyril Perleva. Je posais la même au début à Chantal Jouanneau. Est-ce que vous pensez que ça va être la fin d'une omerta et que les paroles vont davantage se libérer ? On ne sait pas si ce sera la fin d'une omerta, mais en tout cas, si on peut prendre conscience et évoluer, est-ce que les femmes puissent avoir un discours plus facile et puissent se retourner et qu'elles soient vraiment suivies, parce que je pense qu'on parle du politique, mais il faut mettre d'abord la victime. C'est la victime, c'est de elle que l'on parle. Donc si on arrive à faire des choses et qu'elles se sentent vraiment épaulées et qu'il n'y ait pas de répercussions, que ce soit sur la carrière politique ou la carrière professionnelle, à ce moment-là, on aura gagné. Mais il faut vraiment qu'on soit précurseur là-dedans et qu'on leur offre certaines garanties. Muriel Salmona, c'est vrai qu'on a entendu les paroles très fortes aussi de Laurence Rossignol dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dénoncer le harcèlement sexuel qui pourrit la vie des femmes, c'est ce qu'a dit la secrétaire d'État. Tout à fait, qui pourrit, qui a des retentissements très importants sur leur santé, sur leur carrière, sur leur capacité, est une atteinte grave aux droits et à la dignité des personnes. On peut espérer effectivement qu'il y ait une parole qui se libère, mais en tout cas, il faut que tout le monde soit concerné et entende, pose des questions, se préoccupe de chacun. C'est-à-dire chaque femme doit pouvoir être entendue, soutenue, bénéficier d'une solidarité et que les droits soient respectés. Droit à la justice, mais droit à la protection, droit aux soins, parce que ça, c'est vraiment aussi essentiel. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, toujours en direct sur Public Sénat, voici le rappel des titres. Le 49.3 de nouveau utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi travail. Au pied du mur, l'exécutif a justifié ce recours au nom de la réforme nécessaire. La droite s'apprête à déposer une motion de censure avec le soutien de certains frondeurs PS. Le débat parlementaire aura donc lieu au Sénat. Quelles conséquences pour la majorité déjà bien fragilisée? Analyse à suivre. Le feu vert des sénateurs à la prolongation de l'état d'urgence. Bernard Cazeneuve a rappelé le niveau de menace terroriste élevé et les événements sportifs à venir comme l'Euro de football et le Tour de France. Pour justifier le prolongement de ce dispositif d'exception, le Sénat maintiendra néanmoins son groupe de suivi. Décryptage à 18h avec mes invités. Cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans le jardin du Luxembourg ce matin, aux côtés de François Hollande et Gérard Larcher, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, et le révérend Jesse Jackson, tous réunis pour se souvenir et appeler à ne pas renoncer. Vous les entendrez dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, mes journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui dans l'hémicycle et Saveria Rojek, salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Manuel Valls a donc choisi le passage en force en dégainant l'arme du 49.3, seule solution aux yeux de l'exécutif pour faire voter la loi El Khomri. Les frondeurs dénoncent un comportement autoritaire. La droite a déjà déposé une motion de défiance. Faustine Saint-Geniès. C'est l'instrument de la dernière chance et le gouvernement vient de le dégainer sur le projet de loi El Khomri.
l'article 49.3 de la Constitution. Il permet de faire adopter ce texte sans vote à l'Assemblée nationale. À la gauche du PS et chez les communistes, on dénonce un passage en force. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mauvaise nouvelle pour la gauche, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que ce quinquennat se termine bien, parce qu'on voit que les erreurs de méthode qu'on a déjà connues se reproduisent et qu'on arrive à cette impasse du 49.3. Ce qui est une négation absolue du rôle du Parlement, c'est inadmissible, c'est vraiment inacceptable dans cette République. Un outil nécessaire pour le gouvernement en mal de majorité à l'Assemblée. Les Républicains et les centristes y voient un nouveau constat d'échec. Après cette nouvelle humiliation, je pense que c'est la dernière fois que le gouvernement viendra avec une réforme. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être l'immobilisme total, la distribution gratuite de promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, d'argent qu'on n'a pas, mais c'est terminé. Républicains et centristes ont donc d'ores et déjà déposé une motion de censure contre le gouvernement. Les défenseurs du texte comme Nicole Bricq regrettent une guerre de posture au détriment du texte. Je pense que ce texte doit être voté, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours défendu, au nom d'une philosophie, celle du texte, qui est complètement en ligne avec l'identité de socialiste. Et j'en veux beaucoup à ceux qui sont la cause de l'utilisation de ce 49.3, c'est-à-dire mes collègues députés socialistes. Le recours à l'article 49.3 ne s'applique pas à la Chambre haute. Les sénateurs examineront donc le texte du Conseil des ministres, agrémenté des amendements choisis par le gouvernement. Le texte arrivera en séance à la mi-juin. Les sénateurs, tous bords confondus, sont bien décidés à imprimer leur marque et éviter un vote sans débat. Et on retrouve Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, pour une nouvelle réaction à ce 49.3 avec l'ancien garde des Sceaux, sénateur UDI UC du Rhône, Michel Mercier. Michel Mercier, le gouvernement engage donc sa responsabilité sur la loi travail. Le groupe Les Républicains et le groupe centriste de l'Assemblée ont déposé une motion de censure. Tout d'abord, est-ce que vous soutenez cette motion de censure ? Je pense que la motion de censure, c'est forcément la réponse à l'engagement du 49.3 par le gouvernement. 49.3, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour que le gouvernement vérifie qu'il a toujours sa majorité. Et parce qu'il ne l'a peut-être pas toujours, il ne l'a peut-être plus, et il utilise ce 49.3 qui est un moyen très fort, non pas contre l'opposition, mais pour la majorité du gouvernement. C'est quand il n'est plus sûr d'avoir sa majorité, et c'est normal que l'opposition dise, si le gouvernement n'est pas sûr d'avoir une majorité, nous on est là. Et on dépose notre motion de censure pour dire qu'on est prêt à gouverner. L'opposition, justement, appelle les députés frondeurs à rejoindre et à voter cette motion. Est-ce que c'est votre cas également ? Je pense que c'est l'affaire des députés socialistes de savoir où ils sont, où ils vont. Ils connaissent d'ailleurs la suite. Si la motion de censure est adoptée, il reste une seule chose à faire au président de la République, c'est prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale et de consulter les Français. Philippe Vigier, le chef de file des députés centristes, dénonce aujourd'hui un déni de démocratie. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Je pense que ce qui est dans la Constitution est forcément démocratique. D'accord, donc ce n'est pas scandaleux, selon vous, pour le gouvernement d'utiliser le 49.3. Ce n'est pas un passage en force aujourd'hui ? C'est pas un passage en force. Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Le gouvernement considère qu'il n'a pas, que sa majorité n'est plus très certaine. Il le vérifiait que le 49.3, c'est dans la Constitution de 1958, c'est Michel Debré, le général de Gaulle, qui l'ont mis dans la Constitution. Après, c'est vrai que c'est mieux si on ne l'utilise pas trop. C'est-à-dire que quand on ne l'utilise pas, c'est qu'on est fort. Et quand le gouvernement utilise le 49.3, c'est qu'il est faible. Donc c'est un aveu très fort de faiblesse du gouvernement. Très bien. Est-ce que selon vous, tout a été fait pour privilégier le dialogue sur ce texte ? Pas la moindre idée, et je dois dire que ce n'est pas mon affaire, et que c'est l'affaire du Premier ministre. Est-ce que selon vous, il y a eu assez de concertation avec les syndicats ? C'est comme si vous me demandiez s'il fait beau quand il pleut. Là, visiblement, le Premier ministre et sa majorité ne sont pas entendus, donc ils sont allés au 49.3. Alors, est-ce qu'il a fait assez, pas assez, trop ou trop peu ? C'est une affaire qui les regarde eux. C'est une affaire qui regarde le Premier ministre et sa majorité. Ils ne sont pas entendus. Et à 49.3, et si la majorité va au bout du bout, elle vote la censure. Est-ce que vous déplorez aujourd'hui que le débat ne soit plus justement sur le texte, mais sur les postures des uns et des autres ? Je pense que de toute façon, ce texte était mal engagé depuis longtemps. C'était un texte qui était intéressant, parce qu'on aurait eu à le voter. Et j'espère que le Sénat saura faire preuve de sagesse et de bon travail législatif en votant un texte correct, propre, qui sera
le modèle de ce qu'il y a à faire. Mais alors justement, est-ce que l'examen du texte de la réforme de la loi travail par le Sénat va servir à quelque chose, puisque bien sûr qu'il va servir. Le texte sera de nouveau de retour à l'Assemblée et le gouvernement pourra de nouveau utiliser le 49.3. D'abord, peut-être que le texte du Sénat aura un soutien du gouvernement, parce que peut-être que le Sénat va aller là où le gouvernement voulait aller et qu'il n'est plus allé vers la fin. Oui, mais le problème aujourd'hui n'est pas le soutien du gouvernement, c'est le soutien des députés frondeurs. Et vous pouvez poser les questions que vous voulez, moi les réponses que je veux. Ça, c'est un point de base. Deuxièmement, il ne s'agit pas de soutenir le gouvernement, il s'agit de soutenir l'économie française. Donc, s'il y a un texte bon, on peut le voter sans problème. Et s'il est en quelque sorte transformé par l'examen à l'Assemblée nationale, c'est un peu le rétablir. Et faire un beau texte, et j'espère que c'est ce qu'il fera. Très bien. Merci beaucoup, Michel Mercier, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria pour cette réaction. Et on voit tout de suite les conséquences de ce nouveau recours au 49.3. On s'en souvient, il avait déjà été utilisé pour faire adopter la loi Macron. C'est un sujet de Julie Hulin. On prend les mêmes et on recommence. Un projet de loi qui divise, des députés frondeurs qui menacent de ne pas voter le texte, un gouvernement sans majorité. L'histoire de la loi travail ressemble bel et bien à celle de la loi Macron. C'était il y a un an. Entre février et juillet, le projet de loi Macron passe 3 fois par l'Assemblée nationale. 3 lectures et 3 recours au 49.3 pour sécuriser son adoption définitive. Face à un hémicycle vide, Manuel Valls invoque alors la volonté des Français. Les Français nous demandent donc d'agir. Ils veulent des résultats concrets, perceptibles dans leur vie quotidienne. L'opposition dénonce, elle, un déni de démocratie. On se souviendra de vous ici comme le Premier ministre qui a humilié et trahi sa majorité, qui a violenté le Parlement et notre Constitution pour un tout petit dessein, se maintenir coûte que coûte à Matignon. 3,49.3 à l'Assemblée, un texte adopté mais largement amendé au Sénat. En 7 mois, la loi Macron aura donné lieu à 500 heures de débat et pas moins de 2000 amendements. Quand on a débattu sur un texte, plus de 400 heures. Quand on a intégré plus de 2000 amendements, en quasi-totalité parlementaire. Est-ce que ça s'appelle un déni de démocratie ? Le 49.3, appelé jusqu'ici l'arme ultime, semble aujourd'hui devenu la règle d'un gouvernement sans majorité. Seulement cette fois-ci, les frondeurs pourraient bien aller jusqu'à la motion de censure. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les accusations d'agression sexuelle visant Denis Baupin, alors que des élus, militantes et responsables de tous bords politiques lancent un appel pour lever l'omerta et la fin de l'impunité sur ce type d'agissement. Flora Sauvage. Casser l'omerta et briser la loi du silence, c'est l'objectif de l'appel publié par le quotidien Libération aujourd'hui. Plus de 500 signataires pour dénoncer le comportement de certains hommes politiques au lendemain des révélations d'harcèlement sexuel concernant le député Denis Baupin. Sa femme et ministre du Logement, Emmanuelle Cos, s'en remet à la justice. J'ai appris, comme vous hier, ces accusations d'harcèlement. Et je vais vous dire franchement, là-dessus, il n'y a pas à transiger. C'est-à-dire qu'on parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Accusé d'agression sexuelle par 8 femmes, Denis Baupin a démissionné hier de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Au sein du parti Europe Écologie Les Verts, la rumeur courait depuis un an, mais aucune plainte n'avait été déposée. C'est révélateur de l'omerta dans lequel baigne ce genre de sujet. C'est révélateur de tout un ensemble de structures mentales assez sexistes qui permettent ça. Pour la ministre des Outre-mer, Georges Paul Langevin, il faut rester prudent face aux accusations. La présomption d'innocence existe et par conséquent, il me semble que c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Mais personnellement, je pense que dans ce genre de problème, il faut être attentif à ce que les choses soient dites clairement devant un juge et que ça ne soit pas simplement de la polémique politique. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour entendre les victimes, même si les faits sont prescrits. De son côté, Denis Baupin a déposé plainte pour diffamation contre les journalistes de Mediapart et de France Inter qui ont révélé l'affaire. Et on en vient à présent à l'actualité du Sénat avec le retour en seconde lecture du projet de loi sur la biodiversité. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Vous suivez pour nous, Tam, les débats parlementaires. Quels vont être les enjeux de ce texte et notamment sur la question des pesticides ? Bien oui, alors ce texte a été examiné la semaine dernière en commission. Alors dans ce texte, il y a déjà des points d'accord tout de même qui se dessinent entre l'Assemblée nationale et le Sénat au fur et à mesure des navettes parlementaires, notamment la
ratification du protocole de Nagoya. C'est vraiment un apport du Sénat à l'initiative du rapporteur, le sénateur Les Républicains, Jérôme Bignon. Alors ce protocole, eh bien, il cherche à lutter contre la biopiraterie et dit qu'il faut partager de façon juste et équitable les avantages liés à l'exploitation des ressources génétiques naturelles, c'est-à-dire par exemple eh bien, des plantes médicinales. En revanche, eh bien, point noir, par exemple, eh bien, l'inscription du préjudice écologique dans le Code civil. Pour l'instant, eh bien, pas d'accord entre le gouvernement et le Sénat. Le Sénat qui d'ailleurs dénonce l'immobilisme du gouvernement en la matière. Le régime de réparation du préjudice écologique tel qu'inscrit par le Sénat dit que toute personne qui cause un dommage grave et durable à l'environnement est tenue de le réparer. Il demande en fait le respect du principe de pollueur-payeur et c'est une rédaction qui est jugée globalement positive par les associations de défense de l'environnement. En revanche, et c'est la mesure qui crispe le plus ces mêmes associations, le Sénat a décidé de revenir sur l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, une inscription d'interdiction à l'initiative de l'Assemblée nationale. Le Sénat a décidé de revenir là-dessus à l'unanimité des voix des sénateurs Les Républicains, mais aussi des sénateurs socialistes. Ils préfèrent laisser au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, le soin de déterminer les conditions d'utilisation de ces pesticides, des pesticides très dangereux pour les insectes pollinisateurs et d'abord le premier d'entre eux, les abeilles, mais aussi pour les hommes. Merci beaucoup Tam, et justement vous en parliez à l'instant, il va donc être question des pesticides et des néonicotinoïdes dans ce projet de loi biodiversité, notamment après les atermoiements du gouvernement sur cette question très sensible, comme nous l'explique Sandra Cerquera. Deuxième lecture de la loi biodiversité au Sénat et nouveau rejet de l'interdiction des néonicotinoïdes en commission. Cette famille de pesticides représente aujourd'hui 40% du marché mondial des insecticides agricoles. Pour Joël Labbé, derrière ce rejet se cache la pression des lobbies. Entre les firmes, les distributeurs, les semenciers, la FNSEA, la tête de la FNSEA notamment. Si chaque sénatrice et sénateur en toute connaissance de cause pouvait voter en son âme et conscience, l'interdiction serait votée. Les élus écologistes plaident pour l'arrêt rapide d'un produit jugé nocif, notamment pour la santé et les abeilles. Mais la droite au Sénat préfère laisser le ministre de l'Agriculture définir les conditions d'utilisation du pesticide par arrêté. Stéphane Le Foll s'est toujours dit opposé à l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc on sait par exemple que des enrobages de graines avec de la poudre, suivant les utilisations, peuvent être dangereux. On a d'autres utilisations sur des palmiers ou je sais pas quoi, qui n'est pas forcément dangereuse et dont on a besoin. C'est pour ça que si vous dites on interdit l'ensemble de cette famille de produits, peu importe la date, on fait forcément une erreur. Si le Sénat refuse de mettre fin aux néonicotinoïdes, les députés auront le dernier mot. En laissant un peu de temps aux agriculteurs, l'interdiction ne sera pas effective avant septembre 2018. Et Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, mais aussi un défenseur de la biodiversité, est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Ce texte n'est-il pour vous que de l'eau tiède ? Cette loi, c'est l'Arche du Vivant qui prend l'eau et on ne colmate pas, on écope. Je suis très déçu. Il y a 4 décennies de cela, en 1976, il y avait une loi historique sur la protection de la nature où il y a eu une véritable ambition à la fois de la part des sénateurs et des parlementaires de l'Assemblée nationale pour faire avancer les choses. Et quand vous relisez les textes, eh bien, on voit qu'il y avait une communion dans l'intérêt général. Ce n'est pas ce que je retrouve aujourd'hui, où on a quand même le culot d'appeler ça une loi de reconquête de la biodiversité. Ce n'est pas le cas. Ben non. Actuellement, il faut se battre pour enrayer le déclin du vivant. Au moment où on parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8. Et c'est directement l'homme qui va être impacté par ce vivant qui se dégrade. Et donc, on n'est pas dans cet état d'esprit. Parce qu'en 2 mots, quelles sont les raisons ? Il y en a quelques-unes. Qu'on comprenne. Vous nous parlez de 1976, des avancées. Mais là, nous sommes maintenant en 2016. Oui. Et aussi, il y a des avancées quand même. Il y en a, mais... Rien ne trouve grâce à vos yeux. Non, bien sûr, bien sûr. Et notamment sur les néonicotinoïdes. Cet après-midi, il y a une communication du ministère de l'Écologie qui, semble-t-il, en accord avec Stéphane Le Foll, a décidé de s'opposer aux néonicotinoïdes. C'est une information que vous pouvez nous livrer aujourd'hui ? Oui, je peux vous la livrer parce que j'ai eu le cabinet il y a quelques minutes.
au téléphone et qui me l'ont confirmé. Donc on va vers une interdiction des néonicotinoïdes en 2018 avec des dérogations jusqu'à 2020 en fonction des situations pour qu'il y ait une adaptation. Ça, c'est quelque chose qui vous satisfait? Oui, bien sûr. Je trouve c'est une victoire presque. C'est une victoire. Moi, je pense à l'intérêt général. Je ne suis pas en train de protéger les petits oiseaux, je suis en train de penser à la planète, à l'avenir des générations futures. Et quand je vois l'assèchement des zones humides, la moitié de nos zones humides qui ont disparu en 3 décennies, quand je vois l'artificialisation, c'est-à-dire le béton et l'asphalte qui grattent les terres agricoles et naturelles, quand je vois ce vivant qui s'éteint, je me dis où on va. On parle de dérèglement climatique et on a fait des avancées remarquables. Et curieusement, on n'a pas la même conscience à l'égard du vivant qui nous est si proche. Vous parliez des néonicotinoïdes à l'instant, vous nous avez donné cette information, ils seront interdits, si je confirme bien, à partir de 2018. Oui, c'est la volonté du gouvernement. Donc, accord, Barbara Pompili, Stéphane Le Foll. Il y avait eu un désaccord entre Stéphane Le Foll, à l'intérieur même du gouvernement. Mais à la conférence, comment est-ce que vous l'aviez ressenti à ce moment-là? Un malaise, évidemment. Parce que nous, on essaie, encore une fois, les associations de nous battre, et on voyait qu'on avait des écoutes bien différentes en fonction des ministères. Mais à la conférence environnementale, j'avais posé la question à Ségolène Royal, qui avait été un peu, c'était difficile de répondre. Il y avait Stéphane Le Foll juste à côté, et elle a dit oui, le gouvernement s'opposera aux néonicotinoïdes. Stéphane Le Foll, lui, défend les agriculteurs. Un exemple très précis. Oui. Les agriculteurs disent, avec ce produit, donc, ces produits, c'est 10% des betteraves en moins. Donc, on va courir à la catastrophe économique. Non, vous pouvez l'entendre, cela? Mais bien sûr, bien sûr. Nous, les environnementaux, on est extrêmement proches du monde agricole et des éleveurs. Simplement, quel type d'agriculture on veut pour demain? Est-ce que c'est une agriculture qui va empoisonner? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui vivent auprès de cette agriculture intensive, les gens qui mangent des produits infectés, et on le voit, les scientifiques nous disent les choses extrêmement clairement. Donc peut-être on va produire moins, mais il faut produire mieux. Voilà, c'est ça l'objectif de l'agriculture demain. C'est pas une escalade à la surproduction. Arrêtons de dire que la France est le grenier du monde et qu'on doit produire pour les pauvres. Je dis que c'est honteux de prétendre une chose pareille. Produisons intelligemment. Alain Bougrain-Dubourg, quand on parle avec les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, ils nous disent ce texte, c'est aussi le rapport de force. Rapport de force entre qui? Parce qu'on entend ce mot lobby. Ça fait peut-être un peu rêver les foules. Mais c'est qui les lobbies? Est-ce que vous pouvez donner des noms? Est-ce que vous pouvez donner des chiffres? Oui, écoutez, je vais dire très franchement, je vois bien que les Républicains, même les indépendants, se sont radicalisés sur la question environnementale. Le discours admirable de Nicolas Sarkozy, quand il a construit le Grenelle de l'environnement, n'est plus le même aujourd'hui. Entre-temps, il est passé au salon de l'agriculture en disant l'environnement, ça commence à bien faire. Et tout s'est effondré. On voit bien également qu'il y a les lobbying qui sont les grands producteurs de produits insecticides, etc. La FNSEA, les chasseurs, d'une certaine manière. Quand je pense qu'on maintient la glu, qui permet notamment de capturer des espèces protégées. Enfin, on parle de reconquête du vivant. Les chasseurs, dans ce texte, il y a des choses sur les chasseurs. Oui, il y a des choses. Il y a des avancées également, oui, peut-être des terrains d'entente à trouver. Les chasseurs a quasiment été utilisé autant de fois que le mot biodiversité. Attendez, c'est quand même surréaliste. C'est ça ce que vous appelez le rapport de force? Oui, oui, notamment. La force des lobbies que vous Oui, quand on continue à faire, par exemple, on va capturer des mammifères en pleine période de reproduction, les blaireaux. Il est protégé partout en Europe, sauf en France, enfin essentiellement en tout cas, oui. Il y a aussi une question économique dans la biodiversité, c'est l'emploi. Vous travaillez sur cette question. Est-ce que là aussi vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui? Au Conseil économique, social et environnemental, je suis rapporteur d'une saisine emploi et biodiversité, et elle s'imposait cette saisine parce que la biodiversité est noyée dans les emplois verts. Et en fin de compte, on se rend compte que certes, il y a de nouveaux métiers liés à la biodiversité, notamment la recherche, mais bien d'autres choses encore. Mais surtout, cette biodiversité va s'intégrer dans les métiers anciens, traditionnels. Par exemple, on voit qu'aménager la biodiversité en milieu urbain, eh bien, c'est faire appel à des grands groupes de bâtiments. Ah oui, on crée de l'emploi, oui. Mais il faut le valoriser. Actuellement, c'est décousu, et donc on va mettre de l'ordre là-dedans. Valoriser, justement, ça, vous faites la transition. Oui. Comment vous jugez, vous, le bilan écologique de ces 4 dernières années de François Hollande? Je vous le dis, je suis déçu. J'attendais beaucoup mieux. J'attendais que, quand, par exemple, le thème de régression de la biodiversité n'est pas retenu
la non-régression de la biodiversité dans une loi comme celle-là, ça dit tout du reste. Ça dit tout. Comment peut-on voter contre un amendement qui dit « ne soyons pas en régression du vivant » sur une loi qui vise la reconquête. Et donc, je crois que la France a été admirable concernant la question climatique, vraiment, tout à fait remarquable. C'est pas donc à donner au bilan, à mettre au bilan de François Hollande. Non, je ne trouve pas. Et on n'a pas créé de réserve. Ouais. Les parcs nationaux sont en panne. La stratégie nationale de biodiversité ne fonctionne pas. Et en plus, cette loi, c'est la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Je suis désolé de le dire. Même le préjudice écologique, on a gagné. Et maintenant, il fait référence dans la loi. Je suis ravi. Il fait référence en droit. Je suis ravi qu'il soit inscrit dans la loi, ce préjudice. Mais il y a des petites choses, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le préjudice écologique. Au nom du pollueur-payeur, on dit c'est le pollueur qui va tout réparer, tout nettoyer. Moi, je demande de la transparence. Parce que, par exemple, dans l'affaire Total Donge, eh bien, Total a dit circulez, il n'y a rien à voir, nous, on va nettoyer. Et moi, j'ai été obligé de faire intervenir la ministre à l'époque pour qu'on ait des experts qui puissent voir quel était véritablement l'impact. Bon, là, on rentre un peu dans les détails, mais voilà. Bon, mais en même temps, tant mieux. Je suis pas content, mais c'est mieux que rien, quoi. Bon, c'est déjà une avancée. On regardera le texte qui commence ce soir au Sénat. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Mickaël. Et autre temps fort de l'actualité. Aujourd'hui, 15 ans après le vote de la loi Taubira, faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, François Hollande a annoncé la création d'une fondation pour la mémoire et l'esclavage. C'était ce matin, lors des cérémonies commémoratives de l'abolition de l'esclavage organisées dans le jardin du Luxembourg. Alors les meilleurs moments de cette cérémonie sélectionnés par Jason Vils. On ne construit pas un avenir en dissimulant au présent les ruines du passé. Le passé hante les hommes et les peuples qui ne veulent rien savoir. Ce passé, s'il n'est pas interrogé, s'il n'est pas mis en partage, s'il n'est pas transmis aux jeunes générations, comme nous essayons de le faire aujourd'hui, avec ce concours national de la flamme de l'égalité que nous avons porté avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, eh bien, ce passé continue à faire le lit de la discorde, des blessures, des humiliations et des replis communautaires. Nous devons assumer notre pays si nous voulons assurer notre avenir commun. Je suis heureuse que soit parmi nous aujourd'hui, pour cette cérémonie, le révérend Jesse Jackson, qui s'est engagé très tôt dans la lutte contre les discriminations aux côtés du pasteur Martin Luther King. C'est un honneur d'être invité à un tel événement, the National Day of Remembrance, le jour national du souvenir, commemorating the abolition of slavery. Pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. The Bible teaches us, la Bible nous enseigne, remove not the ancient landmarks our mothers and fathers have set. Qu'il faut respecter le paysage que nos ancêtres nous ont apporté. As we reflect upon the sacrifice of our ancestors, nous connaissons les sacrifices de nos ancêtres. We ask ourselves, what did slavery mean for the enslaved? Et ce faisant, nous nous interrogeons sur ce que cela a signifié que d'être esclave. The great Aimé Césaire, referring to slavery, said, le grand Aimé Césaire, se référant à l'esclavage, a dit, I'm talking about millions of men and women brutally taken away from their gods. Je parle de millions d'hommes et de femmes brutalement arrachés à leur Dieu, à leur terre, from their place, à leur habitude, à from leur their habits and customs, à leur danse, à leur sagesse, from life. Arrachés à la vie. Millions of men and women who were taught intricately. Je parle de millions d'hommes et de femmes à qui on a inculqué savamment to be afraid, la peur, taught to feel inferior, le complexe d'infériorité, to kneel, to despair, to become brutalized, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, and trivialized. Le larbinisme. The impact outlasts the laws of abolition. L'impact transcende la loi de l'abolition. What still remains are the psychological scars, the superior and inferior relationships. Mais les demeures psychologiques perdurent, les relations supérieures, inférieures. After all the years of building Europe, après toutes les années de construction de l'Europe and the Americas, et des Amériques,
on the back of slaves. Construction sur le dos des esclaves. What remains is the benefit to the conquerors. Ce qui reste, c'est l'avantage aux vainqueurs. The loss for the descendants of the enslaved. La perte pour les descendants des esclaves. We've learned to live with this illicit formula and to rationalize it. Nous avons appris à vivre avec cette formule illicite et à la rationaliser. Today, aujourd'hui, in Great France, dans ce grand pays qu'est la France and the Western world, et dans l'Occident, we've learned to survive apart. Nous avons appris à survivre. The moral challenge of our time mais à survivre séparément. Et le défi moral, is to learn to live together. Le défi moral aujourd'hui est d'apprendre à vivre ensemble, As brothers and sisters. à vivre en frères et sœurs. Today we're free but not equal. Aujourd'hui, nous sommes libres, mais nous ne sommes pas égaux. The descendants of the slave need to become employers and not eternal employees. Les descendants des esclaves doivent être des employeurs et pas éternellement des employés. The work of outreach Finally, I salute Minister Christiane Taubira for her wonderful work of law. Et permettez-moi enfin de remercier Madame Taubira pour cette loi exceptionnelle, cette loi de recognizing 2001, slavery as a crime against humanity. faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité. Christiane achieved this great against great odds. Christiane a obtenu le vote de cette loi contre vents et marées. I visited the memorial in Guadeloupe thanks to President Hollande. Grâce au président Hollande, j'ai pu me rendre au mémorial en Guadeloupe. Thanks for such a brilliant initiative. Et je le remercie de cette grande initiative. Madame Taubira, quel effet ça vous fait d'être à côté de ce personnage? Jesse Jackson et moi cultivons une amitié depuis plusieurs années. Je l'ai reçu 2 fois à la chancellerie lorsque j'étais en responsabilité. Mais nous nous étions déjà rencontrés à Paris et aux États-Unis. Nous nous sommes même rencontrés à la Martinique. Do you remember last time we met? It was in Martinique, in Fort-de-France. It was the last time. Donc voilà, nous nous connaissons, nous nous fréquentons, nous nous apprécions, nous nous respectons. J'ai pour lui beaucoup d'estime, évidemment, pour les combats magnifiques qu'il a menés, pour ce qu'il a fait comme pionnier pour faire émerger aux États-Unis la légitimité d'une grande figure africaine-américaine rassembleuse à la hauteur de la magistrature suprême. C'est-à-dire que la possibilité que Barack Obama devienne président des États-Unis, cette possibilité a été ouverte par les combats qu'a menés Jesse Jackson et les 2 fois où il a concouru pour être le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, à la magistrature suprême. Again, congratulate President Hollande for embracing the Day of Remembrance. Some do not want to remember because it was such an ugly period, but we must remember to know where we came from, to measure where we came from, and to see what we can accomplish and how far we have to go. Donc le révérend Jackson salue l'action du président Hollande d'assumer ce 10 mai et de partager cette page douloureuse de l'histoire de France, pas une histoire commune finalement, même si tout le monde ne l'assume pas. Merci beaucoup William Cromwell. Donc, image forte, effectivement, avec Christiane Taubira et Jesse Jackson. On voit que tous les deux se connaissent et ont beaucoup de complicité. Jesse Jackson, ses combats, ça fait des années qu'il lutte pour la cause des Noirs, pour le droit des Noirs américains. – 18h, toujours en direct sur Public Sénat, le rappel des titres. Le feu vert des sénateurs à la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à fin juillet. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a rappelé le niveau de menace terroriste élevé et les événements sportifs à venir comme l'Euro de football et le Tour de France pour justifier le prolongement de ce dispositif d'exception. Les sénateurs communistes ont voté contre. Le débat est à suivre. Le 49.3 de nouveau utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi travail. Au pied du mur, l'exécutif a justifié ses recours au nom de la réforme nécessaire. La droite a déposé une motion de censure qui sera discutée jeudi à l'Assemblée nationale et pourrait trouver le soutien inattendu de certains frondeurs PS. Analyse à suivre.
Arrivé en seconde lecture du projet de loi sur la biodiversité en séance au Sénat ce soir. Au cœur des discussions, la question des pesticides. Et dans ce cadre, le gouvernement pourrait interdire les néonicotinoïdes. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Manuel Valls a donc choisi le passage en force en dégainant l'arme du 49.3. Seule solution aux yeux de l'exécutif pour faire voter la loi El Khomri. Les frondeurs dénoncent un comportement autoritaire. À droite, la motion de défiance est déjà déposée et sera examinée jeudi. Faustine Saint-Geniès. C'est l'instrument de la dernière chance et le gouvernement vient de le dégainer sur le projet de loi El Khomri, l'article 49.3 de la Constitution. Il permet de faire adopter ce texte sans vote à l'Assemblée nationale. À la gauche du PS et chez les communistes, on dénonce un passage en force. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mauvaise nouvelle pour la gauche, mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que ce quinquennat se termine bien, parce qu'on voit que les erreurs de méthode qu'on a déjà connues se reproduisent et qu'on arrive à cette impasse du 49.3. C'est une négation absolue du rôle du Parlement, c'est inadmissible, c'est vraiment inacceptable dans cette République. Un outil nécessaire pour le gouvernement en mal de majorité à l'Assemblée. Les Républicains et les centristes y voient un nouveau constat d'échec. Après cette nouvelle humiliation, je pense que c'est la dernière fois que le gouvernement viendra avec une réforme. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être l'immobilisme total, la distribution gratuite de promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, d'argent qu'on n'a pas, mais c'est terminé. Républicains et centristes ont donc d'ores et déjà déposé une motion de censure contre le gouvernement. Les défenseurs du texte comme Nicole Bricq regrettent une guerre de posture au détriment du texte. Je pense que ce texte doit être voté, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours défendu, au nom d'une philosophie, celle du texte, qui est complètement en ligne avec l'identité de socialiste. Et j'en veux beaucoup à ceux qui sont la cause de l'utilisation de ce 49.3, c'est-à-dire mes collègues députés socialistes. Le recours à l'article 49.3 ne s'applique pas à la Chambre haute. Les sénateurs examineront donc le texte du Conseil des ministres, agrémenté des amendements choisis par le gouvernement. Le texte arrivera en séance à la mi-juin. Les sénateurs, tous bords confondus, sont bien décidés à imprimer leur marque et éviter un vote sans débat. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est le vote des sénateurs. Ils ont décidé de prolonger l'état d'urgence. Pour en parler, on retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Un vote, Tam, à une large majorité cet après-midi. Et oui, effectivement, sans surprise, les sénateurs ont adopté la 3e prolongation de l'état d'urgence. Un état d'urgence un peu allégé, puisqu'il s'agit d'une prolongation de seulement 2 mois et non 3, et parce que l'état d'urgence ne contient plus les perquisitions administratives, c'est-à-dire les perquisitions sous l'autorité du préfet et non du juge. Alors pour le gouvernement, il faut bien prolonger l'état d'urgence pour qu'il couvre 2 événements sportifs majeurs. L'Euro 2016 pour lequel des millions de visiteurs sont attendus en France, et puis le Tour de France au mois de juillet. Ce sont pour le ministre de l'Intérieur des cibles particulières pour les terroristes. Et puis s'ajoute bien sûr le contexte extrêmement tendu après les attentats du 22 mars de Bruxelles. Alors à l'exception des communistes et des écologistes, les autres groupes ont massivement voté pour la prolongation de l'état d'urgence, même s'ils ne sont pas dupes. Pour eux, les événements évoqués ne sont pas la raison réelle pour laquelle il faut prolonger l'état d'urgence. En réalité, Bernard Cazeneuve a surtout besoin de quelques semaines supplémentaires avant de voir adopter et promulguer le projet de loi réformant la procédure pénale, améliorant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Un texte en pleine navette parlementaire, d'ailleurs en pleine négociation entre députés et sénateurs qui se seraient mis d'accord sur l'essentiel du texte. Seule la perpétuité réelle faisait l'objet de réels pourparlers. D'ailleurs, la commission mixte paritaire aura lieu demain et si elle aboutit comme cela a l'air d'arriver, eh bien le texte sera adopté à la fin du mois de mai. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions et on va d'ailleurs en débattre avec nos invités dans Sénat 360. Le débat c'est tout de suite. Les invités ce soir sur ce plateau, Éliane Assassi, bonsoir. Vous êtes présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Votre groupe a donc voté contre la prolongation de l'état d'urgence. Vous allez nous expliquer pourquoi. Dans un instant, Philippe Bas est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Président de la commission des lois, sénateur Les Républicains de la Manche. Et j'accueille Ariel Halimi. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes investi dans la défense des personnes perquisitionnées ou assignées à résidence. Éliane Assassi, on a entendu Bernard Cazeneuve
justifier cette prolongation en raison des événements sportifs à venir. On a besoin de sécuriser l'Euro de football, mais aussi le Tour de France. Ces arguments ne vous ont pas convaincu? Non, pas vraiment, parce que après l'Euro 2016 et après le Tour de France, il y aura encore de grands événements dans notre beau pays. Et donc, je pense que le gouvernement a utilisé ce prétexte de rassurance auprès de nos concitoyens pour justifier cette prorogation qui ne se justifie pas, puisqu'on le sait très bien, il y a le code la réforme de procédure pénale donc, qui va être débattue demain en CMP, donc le lendemain du vote sur la prolongation de l'état d'urgence. Or, il y a tout, nous semble-t-il, dans ce texte pour que l'état d'urgence soit appliqué dans notre pays s'il y a nécessité de le faire. Alors Philippe Bas, s'il y a un accord demain en CMP et on s'achemine vers un compromis vraisemblablement entre députés et sénateurs sur cette réforme pénale, ça permettrait de sortir de l'état d'urgence l'adoption définitive par le Parlement de ce texte? J'espère que nous allons adopter ce texte qui renforce le rôle des procureurs et augmente les peines et élargit les incriminations possibles. Donc ça nous arme davantage pour lutter contre le terrorisme. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas exactement le même sujet. C'est un système qui donne des pouvoirs exceptionnels à l'État pendant une durée limitée. Pouvoir, par exemple, de limiter notre liberté d'aller et venir, d'interdire des manifestations, des réunions, de faire des assignations à résidence. Et si le Parlement l'accepte aussi, de faire des perquisitions qui ne sont pas contrôlées par le juge. Et l'état d'urgence, c'est uniquement quand il y a un péril imminent. Et nous, Commission des lois dans sa majorité, et Sénat dans sa grande majorité, nous avons considéré qu'il y avait toujours un péril imminent. Pourtant, il faudra bien qu'on en sorte un jour de l'état d'urgence. Et c'est vrai que la loi sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme nous aidera à continuer à être vigilants parce que la menace terroriste ne diminue pas. Mais on ne peut pas rester tout le temps avec cet état d'urgence qui d'ailleurs ne sert plus autant qu'il a servi au mois de novembre dernier. Parce qu'on n'a plus besoin d'assignation à résidence, on n'a plus besoin d'interdire des manifestations. Donc aujourd'hui, il faut se dire que si on supprime l'état d'urgence dans 2 mois, s'il y a un vrai danger, on pourra le rétablir comme dans la nuit du 13 au 14 novembre, par un décret en Conseil des ministres. Ariel Halimi, on a entendu la version un peu allégée votée cet après-midi par les sénateurs. Il n'y aura donc plus de perquisitions administratives dans cette prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que néanmoins vous êtes inquiet de voir cet état d'urgence se prolonger indéfiniment? Je ne suis pas inquiet, je suis choqué. Mais littéralement choqué par cette prolongation, comme par la précédente, mais également par le projet de loi contre le terrorisme qui va être adopté, qui est une perpétuation indéfinie de l'état d'urgence dans notre droit. Je suis choqué parce que quand on justifie un état d'urgence qui est une mesure d'exception par des mesures sportives, on oublie les personnes qui sont assignées à résidence aujourd'hui, chez elles, qui doivent pointer 3 fois par jour, qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont plus d'emploi, qui ont une vie de famille complètement bouleversée. On ne parle pas de ces gens-là et on ne sait pas pourquoi elles sont encore assignées à résidence. Monsieur Bas nous le disait il y a à peu près 30 secondes, les assignations à résidence ne servent plus à rien. Les interdictions ne servent plus à rien. Pourquoi est-ce qu'on prolonge ? Enfin, je dois vous avouer que je suis profondément interloqué par ces mesures qui me relèvent, à mon sens, plus de la politique politicienne que de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Philippe Bas ? Je n'ai pas dit exactement ce que vous m'avez dit. J'ai dit qu'il y avait moins de nécessité d'assignation à résidence et qu'effectivement, il n'y avait plus de nécessité de perquisition. Mais les mesures qui nous permettent, alors que les forces de sécurité sont sollicitées de toutes parts, il faut qu'elles préviennent les risques d'attentats terroristes dans les grands lieux où se rassemblent des Français, les gares par exemple. Il faut en même temps qu'elles assurent la sécurité de grands rassemblements populaires avec l'Euro 2016 et le Tour de France. Et par conséquent, il y a des contraintes qui s'exercent sur nos forces de sécurité qui sont très grandes et qui font que... Est-ce qu'on a besoin de cet état d'urgence pour pouvoir on peut en avoir besoin. De l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre en ont vraiment besoin ? C'est le cumul du risque terroriste et de ces événements qui rend nécessaire parfois de prendre des mesures qui ne sont pas habituelles, notamment pour l'organisation de l'ordre public dans la rue. Je crois qu'il y a des faux arguments qui sont avancés. Bien évidemment que la menace terroriste, et malheureusement, va durer. Donc, on est en train de nous d'expliquer aux Français qu'on va
que la France va s'installer dans un état d'urgence permanent, qu'on me démontre le contraire. Et moi, le monsieur a fait une remarque très pertinente sur les assignations à résidence. Il y a, je crois, vous me dites si je me trompe, à peu plus de 60 personnes qui sont assignées en résidence. On en fait quoi aujourd'hui de ces gens qui ont vu leur vie complètement bouleversée? J'ai posé la question au ministre de l'Intérieur cet après-midi. Il ne m'a pas répondu sur le devenir de ces personnes. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et moi, je crains, comme monsieur d'ailleurs, qu'on soit là dans un débat de politiciens qui n'a strictement, malheureusement, rien à voir avec la juste lutte contre le terrorisme. Les assignations à résidence ne se font pas sans raison, tout de même. Et ceux qui sont assignés à résidence ont des recours. Oui. Alors justement, ils font des recours. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été rejetés. Ce qui veut dire que notre état de droit a fonctionné et continue à fonctionner. S'il y a des abus, ils seront sanctionnés par le juge. Maître Halimi, est-ce que c'est la fin de l'état de droit, cet état d'urgence? Je peux vous en parler un petit peu parce que j'ai passé à peu près 4 mois devant les juridictions administratives et non, on n'est plus dans un état de droit traditionnel, non. Absolument pas. On est dans un procès qu'on n'est pas dans l'état de droit. Alors, pour le coup, j'ai eu pratiquement toutes les personnes que j'ai défendues qui ont été... Vous voyez, donc ça marche quand même. Si vous me le permettez. Soit ont eu leur assignation à résidence abrogée pratiquement 2 heures avant l'audience devant le tribunal administratif, ce qui montre à quel point le ministère de l'Intérieur, qui a laissé ces personnes pendant 3 mois assignées jusqu'au moment où ils devaient avoir à s'expliquer devant le juge administratif, n'avait absolument aucun élément contre eux. Et là, je vous parle de ces 300 et quelques personnes qui ne sont plus aujourd'hui assignées à résidence, mais qui l'ont été pendant 3 mois et qui ont eu leur vie bouleversée. Elles n'auront jamais aucune explication, ces personnes. Si ce n'est peut-être d'avoir été musulmans, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui restent, j'ai 2 personnes qui sont assignées à résidence, et je peux vous assurer que quand je vois les motivations de l'assignation à résidence qui existent aujourd'hui, et contre lesquelles le juge administratif, mais le Conseil d'État également, sont perdus, ils sont perplexes parce que il n'y a aucun élément qui est apporté par le ministère de l'Intérieur, aucun élément qui est apporté par la DGSI pour justifier cet état d'urgence, cette assignation à résidence, et qui malheureusement, parce que le ministère de l'Intérieur a décidé de stigmatiser un petit groupe pour justifier la prolongation de l'état d'urgence, sont encore maintenus en assignation à résidence. Juste un point, j'ai un militaire de carrière qui est assigné à résidence français, qui a servi sous les couleurs du drapeau français, et qui est assigné à résidence depuis plus de 4 mois, qui ne peut pratiquement plus travailler. Enfin, je ne comprends pas. Et non, ce n'est pas l'état de droit traditionnel, c'est juste la stigmatisation de quelques boucs émissaires pour permettre aux Français d'être rassurés. Et ça, je ne comprends pas. Ça laissera des traces, cet état d'urgence, on le voit avec ce témoignage très fort. Oui, ça laissera des traces. Je sens bien que le gouvernement est plus sur la défensive que sur l'offensive sur le sujet, et on l'a vu encore cet après-midi avec les propos de M. Cazeneuve, mais ça va laisser des traces profondes, et parce que ça a stigmatisé beaucoup trop de gens, parmi lesquels des gens de confession musulmane qui n'ont strictement rien à voir, comme la plupart d'entre eux, avec l'idée même de commettre quoi que ce soit qui est... Mais voilà. C'est vous qui le dites, mais c'est vous qui l'affirmez. Non, mais parce que M. Barre, moi je vis dans un département pluriel. Je vis dans un département qui ressemble à la planète Monde, où les gens aiment le vivre ensemble. Et on voit bien avec l'état d'urgence qu'il y a des divisions. Voilà, on regarde son voisin, on regarde sa voisine parce qu'elle porte un foulard, on regarde son voisin parce que le vendredi va là. Mais je suis d'accord que ça n'a rien à voir, sauf pour moi ça n'a rien à voir, sauf que pour des milliers de gens, ils stigmatisent ces personnes-là. Et ça, ce n'est pas admissible dans un pays comme la France. Philippe Bas. Nous avons, coup sur coup, en 2015, enregistré des attentats terroristes avec un nombre de victimes qui est sans précédent dans notre histoire. Et vous voudriez ne pas laisser sous le contrôle du juge, au ministère de l'Intérieur, à la police et à la gendarmerie, la capacité de mener des actions de prévention. Pas du tout Nous avons fait et accepté l'état d'urgence parce que ça donnait des moyens exceptionnels, nous l'assumons. Mais la situation est elle-même exceptionnelle et je crois ici qu'il est bien naturel. Ce qui prouve que nous sommes dans un état de droit, c'est que chacune des personnes qui fait l'objet de ces mesures peut les attaquer, avoir le concours d'un avocat pour se défendre, c'est ça l'état de droit. Et pour autant, et dans certains cas, comme maître, vous l'avez dit tout à l'heure, nous aurons eu des annulations de décision ou des décisions retirées. Mais dans beaucoup d'autres cas, les décisions auront été confirmées. Et je crois que le souci
de la police et de la justice de s'inscrire dans le respect de la règle sous le contrôle du juge est un bon souci. Est-ce que ça a donné trop de pouvoir aux forces de police aussi? On a peut-être vu lors de manifestations récentes contre la loi travail, les forces de l'ordre qui donnaient peut-être le sentiment d'agir sans contrôle, Philippe Bas. Nous avons aussi beaucoup de cas où nous avons le sentiment que les forces de l'ordre sont inutilement provoquées et agressées. Et dans le travail très difficile qu'elles font actuellement, je crois qu'un peu de respect pour leur engagement serait vraiment une bonne manière d'analyser la situation et de répondre à ce dévouement de nos forces de l'ordre. Ouais. Maître Halimi, un mot sur ce contexte aussi. Ce contexte, je peux vous en parler parce que jeudi matin, je serai en audience devant le tribunal correctionnel pour voir juger un policier qui a violenté un enfant de 15 ans devant le lycée Bergson. Et je peux vous assurer que le respect pour les forces de l'ordre, tout le monde l'a, surtout après les événements du 13 novembre et après le dévouement dont ils ont fait preuve. Maintenant, il y a un contexte qui est politique, qui a poussé ces policiers à être dans un état de nerfs absolu, qui fait qu'aujourd'hui on voit des violences policières systématiques. On voit un maintien de l'ordre qui n'est pas régulé. On voit des ordres du ministère de l'Intérieur qui entraînent des violences extraordinaires. Quand vous voyez un enfant de 15 ans qui a un nez cassé par un policier sans aucune raison, je ne peux pas accepter ça. Moi, je n'étais pas là. Ça a créé un droit spécifique à l'état Ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a ici ou là, dans des situations d'extrême tension, des difficultés pour nos forces de l'ordre à contenir les manifestants, ça n'est pas la première fois que ça arrive, c'est tout à fait regrettable. Et là, je crois en effet que si ces faits sont prouvés, ils doivent être normalement réprimés, mais il ne faut pas, à partir de cas exceptionnels, être jugeant à l'égard des forces de l'ordre qui font un travail si difficile aujourd'hui. On arrive au terme de ce débat. Est-ce qu'on a créé un droit spécifique à l'état d'urgence? C'est ce que vous diriez ce soir? Je ne le dirais pas comme ça. Moi, je veux rappeler que j'ai la plus grande estime pour les forces de police et je crois que je l'ai démontré dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui à plusieurs reprises. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des forces de police qui ne sont pas en nombre suffisant. Ces forces sont fatiguées, je le disais cet après-midi, physiquement, psychologiquement, et il peut y avoir des dérives, et il y a eu des dérives. Il faut les reconnaître. Et les reconnaître, ce n'est pas condamner les forces de police, c'est condamner des actes, voilà, qui sont la résultante de situations effectivement très graves qui méritent de la part des forces de police, parce que ce sont leurs métiers, la plus grande sérénité et le plus grand professionnalisme. Merci. Or, on sait bien qu'il y a eu des dérives. Merci Éliane Assassi, merci Philippe Bas, merci Maître Halimi d'avoir participé à ce débat. Michel Grossière nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michel, dans un instant, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction en partenariat avec l'AFP. Et vous recevez ce soir le sénateur maire de Lyon, socialiste Gérard Collomb. Avec 3 grandes questions, nous lui demanderons d'abord s'il est consterné, mais pour des raisons opposées à celles des frondeurs, au recours au 49.3 par le gouvernement, ce passage en force pour une réforme qu'il défend. Ensuite, deuxième question, nous lui demanderons s'il encourage Emmanuel Macron à s'engager plus avant dans la campagne pour 2017, à se présenter, lui qui est séduit par les idées du ministre de l'économie. Enfin, troisième question, à Gérard Collomb, comme président de la métropole de Lyon et maire de la ville, nous lui demanderons, même s'il soutient les réformes du gouvernement, que tente en tous les cas de lancer le gouvernement, nous lui demanderons s'il s'estime asphyxié financièrement par la baisse des dotations qui représente pour sa ville plus de d'1 milliard, 1,2 milliard de baisse de dotations pour les investissements. Voilà pour le programme. Merci beaucoup Michel. Preuve par 3, c'est donc à suivre en direct sur notre antenne à partir de 18h30. En attendant, je vous propose de revoir les temps forts de la séance cet après-midi consacrée, on en a parlé, à l'adoption et au feu vert du Sénat à la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à fin juillet. En raison de la persistance de graves menaces terroristes susceptibles de nous frapper sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement soumet à nouveau à votre examen une 3e loi de prorogation de l'état d'urgence pour une durée supplémentaire limitée à 2 mois. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, dans les relations avec l'exécutif, témoigne depuis le 13 novembre sur ces sujets qui relèvent de notre souveraineté et de la sauvegarde de notre modèle républicain, d'un sens de l'État qui hisse très haut votre institution. Chacun a pu constater que l'état d'urgence n'était pas synonyme d'arbitraire et que les actes et les décisions pris sur son fondement étaient tous prévus et strictement encadrés par la loi,
tout comme les raisons justifiant d'y avoir recours et de le prolonger. De la même manière, les mesures de police administrative que nous prenons en application de l'état d'urgence présentent un caractère exceptionnel. Elles doivent être strictement proportionnées à la nature de la menace et au contexte d'ordre public qui en découle. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs très clairement rappelé le 19 février dernier. Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence doivent concilier, a dit le Conseil constitutionnel, la prévention des atteintes à l'ordre public avec le respect des droits et des libertés, parmi lesquels le droit et la liberté d'expression collective des idées et des opinions. Je veux apporter certaines précisions concernant les mesures que nous comptons mobiliser dans le cadre de cette troisième prorogation de l'état d'urgence. Comme l'autorise la loi du 3 avril 1955, le gouvernement envisage de ne pas activer dans ce cadre l'article 11 qui permet de mettre en œuvre, dans le cadre de l'état d'urgence et dans les lieux dont on pense qu'ils sont fréquentés par des individus constituant une menace pour l'ordre et la sécurité publique, des perquisitions administratives. En effet, cette mesure que nous avons largement utilisée après les attentats du 13 novembre ne présente plus aujourd'hui le même intérêt opérationnel, la plupart des lieux identifiés ayant déjà fait l'objet d'investigations poussées. En outre, l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la disposition permettant de réaliser copie des données informatiques recueillies au cours des perquisitions administratives fait perdre une partie de son utilité à cette mesure. En revanche, les autres mesures continueront d'être mobilisées pour maintenir les individus assignés à résidence, interdire à ceux qui font l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mais qui n'ont pas été assignés à résidence de se trouver à proximité de certains lieux jugés sensibles, ou encore établir des périmètres de protection. Les mesures de maintien de l'ordre public en situation de crise grave seront bien sûr activées si elles s'avèrent nécessaires et en conformité parfaite aux principes de droit portés par la jurisprudence et la Constitution. À quoi sert l'état d'urgence sans les perquisitions administratives? D'abord, à assigner à résidence des personnes sans avoir à les faire passer devant un juge susceptible de valider ou pas les mesures prises contre elles. Vu le contexte de grande mobilisation sociale et de forte effervescence politique que nous traversons, on imagine bien l'exécutif recourir à de telles assignations à résidence comme il l'avait fait à l'encontre de militants écologistes au moment de la COP 21. Or, depuis novembre 2015, 70 personnes sont assignées à résidence, alors même qu'il n'a pu être trouvé assez d'éléments pertinents pour lancer une information judiciaire à leur encontre, les placer sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Les autres dispositions de l'état d'urgence resteront elles aussi en vigueur: restriction de la circulation des personnes ou des véhicules, interdiction de séjour dans certains endroits, couvre-feu, dissolution d'associations, interdiction de rassemblement. Nos concitoyens ont besoin de souffler, de s'exprimer, de créer, d'agir. On ne peut indéfiniment les paralyser par la peur, une peur qui se retourne d'ailleurs toujours contre ceux qui l'entretiennent. La baisse de la popularité de nos dirigeants suffit à en témoigner. Compte tenu de tous ces éléments, le groupe écologiste, dans sa majorité, deux de mes collègues s'abstiendront, un votera pour. Donc, dans sa majorité, le groupe votera contre la prorogation. Existe-t-il un risque imminent porté d'atteinte grave à l'ordre public qui justifie le recours à l'état d'urgence et en tous les cas sa prolongation? Monsieur le ministre nous a expliqué tant aujourd'hui que lors de l'audition qu'il a faite devant la commission des lois du Sénat que la menace terroriste était permanente, diffuse, largement présente sur le territoire national et dans les pays voisins, et que cette menace existait de façon forte, à un niveau élevé, et qu'on pouvait en trouver la preuve dans 3 événements au moins: les attentats perpétrés à Bruxelles, ceux qui ont été perpétrés en Afrique sahélienne, là où nos soldats
mène la lutte contre Daesh, et également à Argenteuil, en France, près de Paris, où les services de l'État ont déjoué une tentative d'attentat qui était prête à se réaliser. Il existe bien cette menace terroriste. On peut donc, je crois, répondre favorablement à la demande que nous présente le gouvernement. Le gouvernement estime que depuis le 26 février, l'usage des mesures exceptionnelles prévues dans le cadre de l'état d'urgence a été mesuré mais nécessaire. Pourtant, mes chers collègues, la mesure autant que la nécessité reste à prouver. Au contraire, le caractère disproportionné et attentatoire aux libertés publiques de ces dispositions ne cesse d'être démontré par de nombreux syndicats, par des associations, par des organismes de défense des droits de l'homme et autres professionnels du droit. Évoquons ici le Défenseur des droits, la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International en tête. Outre la menace terroriste toujours présente et que personne ne peut ignorer, la justification phare de cette prorogation repose sur les 2 grands événements sportifs à venir sur notre territoire, c'est-à-dire l'Euro 2016 et le Tour de France. En ce sens, sont annoncés des renforts massifs d'unités des forces mobiles et des milliers d'agents de sécurité privés habilités à effectuer des contrôles, ainsi que la contribution des forces armées dans le cadre de l'opération Sentinelle. D'abord, ces déploiements seront effectués dans le cadre de notre droit commun et non grâce aux mesures de l'état d'urgence. Ensuite, une nouvelle question demeure. Chaque grand événement, sportif ou non, que la France organisera donnera-t-il lieu à la prorogation ou au nouveau décret de l'état d'urgence ou à un nouveau décret de l'état d'urgence? Alors comment juger du risque que représentent des événements à venir tels que les Journées européennes du patrimoine ou la Grande Braderie de Lille en septembre, la Foire internationale d'art contemporain à Paris en octobre ou encore la Fête des Lumières à Lyon, en décembre? Et je ne vous ai pas parlé d'une grande fête populaire qui me tient très à cœur et qui a lieu au mois de septembre. Le gouvernement... Je ne pouvais pas ne pas la faire. En parallèle au renforcement effectif de nos forces de l'ordre et de nos services de renseignement, des projets de paix, de coopération dont plus personne ne parle ici, doivent être envisagés plus que jamais et nos valeurs républicaines rappelées et renforcées, liberté, égalité, fraternité. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, comme pour les précédentes prorogations, nous maintiendrons fermement notre opposition à ce projet de loi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction qui reçoit ce soir Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon. Bonne soirée à tous.